majeur, qui est celui de SRB-P9. Alors, ce soir, évidemment, la soirée a pour but de vous présenter les travaux qui vont se dérouler au cours, qui vont débuter quelque part au mois de mars. Je vais laisser M. Dionne dévoiler la date. Et on va surtout répondre à vos questions. Vous avez sûrement peut-être des préoccupations qui sont tout à fait légitimes. Donc, ce soir, on va s'assurer de vous donner le plus possible de précision lors de la période de questions qui va faire la deuxième partie. Avant d'aller plus loin, j'aimerais souligner la présence avec nous ce soir de Mme la mairesse, Mme Christine Black, qui est avec nous ce soir. Mme Black, bonsoir. Vous avez vu faire le tour de tout le monde. Bonsoir. Merci d'être là. Ainsi que M. Jean-Marc Poirier, qui est conseiller d'arrondissement du district Marie Clarac, qui est avec nous également. Bonsoir. Et j'inviterai peut-être justement Mme la mairesse à venir nous dire un petit mot, je pense. Ça vous tente-tu? Allez-y donc, on vous écoute. Bien, on a un micro. Je vois qu'il porte, mais quand même. Ouais. Alors, bonsoir à tous. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, en fait, ce soir, pour avoir plus d'informations pour les travaux du SRB-P9. Vous savez, c'est un dossier qui nous préoccupe depuis un bon moment déjà. Et maintenant, bien, on y arrive, hein? On y arrive, mine de rien. Alors, merci à tous d'avoir accepté, comme je disais, l'invitation. Mais également, ce soir, je tiens à saluer les gens qui nous écoutent en direct sur Facebook, également en différé, qui vont nous écouter parce que ce soir, on innove un petit peu. On souhaite pouvoir permettre au maximum de citoyens de pouvoir avoir accès à l'information. Alors, ce soir, c'est des informations très précieuses et toutes les personnes qui nous écoutent, également ceux qui sont dans la salle, on vous invite à partager l'information pour que tous les citoyens de Montréal-Nord puissent savoir ce qui s'en vient, qu'est-ce qu'il y a devant nous. Ce sera une période, disons-le, un petit peu plus difficile parce qu'au niveau des transports, ce sera un énorme chantier qui nous attend. Mais à terme, ça va vraiment nous permettre d'avoir un boulevard P9 pas mal plus beau que ce qu'on connaît actuellement. Hein. Il y a plusieurs problématiques sur les routes. Les gens m'en parlent souvent que ça crée des creux, n'est-ce pas? Alors, merci beaucoup d'être d'espoir. C'est ça, l'auto a suit comme ça. Donc, ça sera beaucoup mieux par la suite. Également, je tiens à souligner la présence de collègues qui sont avec nous ce soir. Jean-Marc Poirier, conseiller d'arrondissement dans le district Marie-Clarac. Également, je vois la présence de Mme Renée-Chantal Bellinga, qui est conseillère d'arrondissement dans le district Ovid-Clermont. Alors, merci à tous. Et je salue Abdella et Chantal qui nous écoutent certainement. Également, bon, elle rentre, alors j'en profite par le fait même, Mme Sylvia Lobianco, qui est commissaire scolaire également, qui est avec nous ce soir. Donc, merci à tous d'avoir accepté l'invitation. Et je vais céder la parole à nos collègues. Je pense qu'on risque de se revoir une couple de fois dans les prochaines années. Merci beaucoup, Mme Black. Alors, avant d'aller plus loin, je vais juste peut-être vous expliquer un peu le déroulement de la soirée. Donc, évidemment, il y aura d'abord une portion de présentation qui sera suivie d'une période de questions. Vous pourrez poser vos questions dans la langue de votre choix, donc que ce soit en français ou en anglais, so you can ask your question in the language of your choice. But of course, tonight the presentation will be mainly in French, but you can ask your question in the language of your choice. Évidemment, les présentateurs, évidemment, on a parlé d'un projet assez de grande ampleur, donc il est possible ce soir qu'on n'ait peut-être pas des réponses de façon très précise à vos questions précises, mais on va prendre vos informations en note, votre question en note, puis on va vous revenir pour s'assurer de vous livrer une réponse dans les plus brefs délais. Donc, sans plus tarder, j'inviterai peut-être M. Marc Dionne, qui est le directeur principal du projet intégré SRB-P9, à nous présenter un peu la mouture de ce projet-là, où c'est rendu, et les travaux déphasage qui s'en viennent au cours des prochaines semaines. Merci. Faites-moi signe là, si des fois le micro s'éloigne un peu de ma bouche puis que vous comprenez moins les choses. En introduction, là, je vous dirais qu'on est venu vous voir là, à Montréal-Nord à de nombreuses reprises. C'était peut-être pas exactement la même clientèle. Je commençais par une parenthèse en disant que bien qu'il y ait eu là, de nombreuses études préalables au début des travaux, la réelle approbation du projet, ça date de juillet 2015, alors qu'on a autorisé, là, approuvé le concept tel qu'on va le construire. Alors, ça fait près de 3 ans. Et depuis près de 3 ans, un bureau de projet, une équipe dédiée a été formée pour le projet et a procédé aux études d'ingénierie détaillée et à la planification des travaux, aux appels d'offres, ces choses-là. Donc, ceux qui étaient là dans les premières rencontres, là, je vous exposais les prochaines étapes à venir. Et je voulais commencer par vous dire que l'échéancier qu'on présente depuis le tout début est respecté. On avait anticipé un démarrage des travaux à l'automne dernier. Ça a été maintenu. Alors là, aujourd'hui, on va discuter un petit peu du déroulement des choses. Qu'est-ce qui va se passer à partir de très bientôt? L'objectif de la rencontre étant d'abord de vous présenter le déroulement des travaux, comment les choses vont se réaliser, dans quelle séquence, et ensuite de répondre à vos questions. Pour ce sujet-là, pour répondre à vos questions, évidemment, il y aura une période de questions à la fin.
Il y a certains d'entre vous qui sont venus un petit peu plus tôt. On avait invité des gens à venir plus tôt au besoin parce qu'il y a des membres de mon équipe qui sont sur place. Donc, je voudrais les présenter. Ils vont peut-être intervenir durant les périodes de questions, mais on va être présents aussi après la rencontre si on avait besoin d'approfondir vis-à-vis, là, pour une situation qui est particulière, un individu en particulier. Donc, là, je scanne un peu, je les cherche, là, mais d'abord, il y a des gens de l'équipe communication qui sont là. Je ne les nommerai pas tous, là, mais qui, eux, vont intervenir un petit peu plus tard pour vous expliquer de quelle manière on va interagir avec vous durant les travaux. Il y a également des gens de l'équipe gestion des impacts. Là, ceux-là, je les vois. Il y a Mme Miliotto qui est derrière la salle, qui est notre responsable de gestion des impacts. Il y a également Léonard Boisclair, qui est notre agent de liaison. Donc, un agent de liaison dans notre équipe, c'est le type à qui vous faites appel s'il y a une situation particulière qui vous gêne en cours de travaux, et c'est lui qui va venir observer, constater la situation et faire le lien avec les gens du bureau de projet et l'entrepreneur. Et il y a également des gens techniques. Je cherche Tatiane Palu. Tatiane, elle est là, qui est une de nos directrices construction et qui est accompagnée de Patrick Chalouis, qui, lui, est le chargé de l'eau responsable spécifiquement des travaux dans le secteur Montréal-Nord. Donc, voilà pour mon intro. Donc, dans notre plan de présentation, là, je vais faire un bref rappel sur ce qu'est le projet, parce qu'il y a peut-être encore quelques personnes ici qui ne connaissent pas encore le projet, qui n'étaient pas présentes lors des précédentes rencontres, mais je vais y aller quand même rapidement. Je vais surtout discuter du déroulement des travaux. Ensuite, mon collègue Philippe Parenteau, à la même table que moi, va vous parler de quelle manière on va assurer le service maintien bus durant les travaux. Et pour compléter, avant la période de questions, Benoît Tessier de l'équipe communication là, vous expliquera en détail là, les mécanismes qu'on met en place pour vous tenir informés. Alors, rappel du projet, de quoi il s'agit? Alors, il s'agit d'un projet intégré. Un projet intégré veut dire qu'il y a davantage qu'un promoteur. Donc, sur ce dossier-là, l'argent vient de deux sources différentes. Il y a d'abord l'ARTM, l'Autorité régionale de transport métropolitain, qui injecte des fonds pour la mise en place d'un système de transport collectif structurant, subventionné à hauteur de 75 % par le ministère des Transports. Donc, ce sont nos deux premiers promoteurs pour le premier volet. Il y a la Ville de Montréal également qui investit de l'argent additionnel pour mettre à niveau les infrastructures municipales et pour bonifier le domaine public. Donc, je reviens sur le transport collectif. Donc, il s'agit de 11 km de voies réservées entre l'avenue Pierre de Coubertin à Montréal, donc station de métro P9, et le boulevard Saint-Martin à Laval, qui inclut 17 stations SRB à double édicule, donc double bâtiment. 17 stations sur 11 km, ça correspond approximativement à l'espacement des stations de métro de la ligne orange, par exemple. Et ça inclut un stationnement incitatif de 750 places à Laval. Le volet infrastructure municipale consiste à la mise à niveau des infrastructures souterraines, donc aqueducs, égouts. On reconstruit la chaussée, donc ce n'est pas que du surfaçage, là, mais c'est une reconstruction complète de la chaussée pour faire en sorte que le boulevard P9, à terme, soit flambant neuf sur toute la longueur du projet. Et ça inclut également un déplacement des réseaux techniques urbains. Les réseaux techniques urbains, ce sont les infrastructures souterraines qui abritent toutes sortes de choses qui vous rendent la vie facile, c'est-à-dire les câbles d'Hydro-Québec sont enfouis, les câbles de Bell Canada sont enfouis, le réseau de gaz, ce qui était à l'époque Gaz Métro, maintenant Énergir, est enfoui, les réseaux des câbleaux distributeurs comme Vidéotron, Rogers, etc. Tout ceci également est déplacé, rénové, agrandi pour les besoins du projet. Et finalement, il y a un volet aménagement du domaine public. L'image que j'ai projetée un petit peu trop vite, là, vous montrer une image. L'objectif étant également de faire en sorte que, une fois le projet terminé, le boulevard P9, comme vous le voyez, là, à la sauce années 50, va être bonifié, aménagé et mis aux normes là, 2019 pour que ce soit, en fait, un axe qui soit plus vert, plus convivial, plus sécuritaire, plus intéressant pour les riverains. Donc, aménagement du boulevard, j'en parlais. Là, vous voyez ici, en fait, une image de synthèse qui représente ce que pourrait être ou ce que sera les abords entre la rue d'Amos et le boulevard Henri-Bourassa dans Montréal-Nord. Donc, il y a eu des aménagements déjà faits autour d'Amos qui ressemblent à ceux-ci. On voit un peu ce que pourrait être le développement économique. Et je me sers un peu de ça pour vous illustrer ce que pourrait être l'apparence du boulevard, mais également pour soulever un point. Là, quand je parlais tout à l'heure de mise à niveau d'infrastructures qui étaient aqueducs et égouts,
il y a une particularité à Montréal-Nord à l'effet que les infrastructures existantes sont insuffisantes pour densifier les abords du boulevard P9 et les abords de tout ça. L'arrondissement veut profiter du projet pour augmenter la capacité d'aqueduc et égouts pour éventuellement soutenir un développement économique pour plus de prospérité chez vous. Donc, en termes d'aménagement, là, j'ai une image là, synthèse qui illustre un carrefour classique le long du 9 km. Ça pourrait être, par exemple, l'intersection de Deux-Castilles et P9. Et ce que je veux montrer par cette image-là, c'est à quoi ça va ressembler. C'est qu'à terme, on aura 2 voies de circulation pour les autobus au centre de la chaussée. Ils sont colorés là, pour indiquer que ce sont des voies qui sont exclusivement réservées au transport collectif. Donc, pas de taxi, pas de covoiturage, rien d'autre que du transport collectif, qui seront sécurisés. Là, on voit des stations SRB de part et d'autre d'un carrefour. Il y a toutes sortes d'aménagements sécuritaires là, qui pourront faire l'objet de discussion dans un autre contexte aux abords des stations SRB pour assurer la sécurité des piétons et des usagers du transport collectif dans le prochain système. Il y aura donc de chaque côté des voies réservées de part et d'autre, 2 voies de circulation réservées aux véhicules automobiles et aux camions de part et d'autre, donc 2 voies en direction nord, 2 voies en direction sud. On profite du projet, donc en termes d'aménagement, là, en fonction de l'espace disponible, on est en mesure à plusieurs endroits d'élargir les trottoirs et d'élargir les terre-pleins centraux. Et quand on le peut, bien, on plante des arbres, des graminées et toutes sortes de végétaux pour faire en sorte que, encore là, l'expérience soit plus agréable. Aménagement spécifique à Montréal-Nord. On va vous présenter dans d'autres rencontres là, des images un peu plus complétées, mais en fait, ça illustre de façon sommaire un peu la vision d'aménagement qu'on veut avoir à Montréal-Nord, c'est-à-dire, outre le verdissement des terre-pleins centraux, il y aura en rive, là où il y a de l'espace, c'est-à-dire entre les luminaires, d'abord des arbres plantés en arrière-trottoir et des plantations de graminées le long des trottoirs là, pour sécuriser les mouvements piétons qui se font derrière. En termes de bonification de l'offre de transport collectif, actuellement, ce que vous avez sur P9, c'est une ligne 139 qui circule toute la journée dans les 2 directions et qui arrête à plusieurs arrêts. Il y a également une ligne 439 qui circule en rive aux heures de pointe avec je pense qu'il y a des arrêts moins fréquents, si je ne me trompe pas là. Ça, c'est le service actuel. Le service projeté sur P9 à terme, après les travaux, il y aura tout de même un service local. J'expliquais tout à l'heure que les stations SRB, elles sont relativement espacées pour desservir la clientèle qui pourrait habiter entre 2 stations, là, qui dépendent du transport collectif. Il y aura quand même un maintien de la ligne 139 en rive, mais avec une fréquence qui sera beaucoup moindre que ce qu'on a actuellement. Là, elle ne sera pas toutes les 3 minutes, là, mais peut-être aux 10 ou 15 minutes, qui, elle, va continuer de desservir chacun des arrêts, alors que sur les lignes SRB, il y aura vraisemblablement 3 lignes SRB-STM qui vont circuler, je ne dirais pas 24 heures par jour, mais sur un horaire comparable à celui du métro, là, par exemple là, de 5 heures le matin à 1 heure la nuit, dans les 2 directions et 7 jours par semaine. Il y aura également 2 lignes STL qui vont profiter du service ainsi qu'une ligne EXO. Donc, en termes de travaux, je commence d'abord là, pour parler de travaux concertés. En fait, c'est une diapo là, qui a évolué en fonction d'une première demande qui vient justement de l'arrondissement Montréal-Nord. C'est qu'on est en milieu urbain. Outre les promoteurs dont j'ai parlé tout à l'heure pour le projet SRB P9, il y a quand même d'autres projets dans le périmètre P9 qui se discutent puis qui cheminent à différentes vitesses. Et on est attentif à ce qui se passe. On discute avec ces équipes-là pour s'assurer que l'impact de tous ces travaux-là, combinés aux nôtres, là, se fasse de façon concertée pour éviter de vous faire subir pendant trop longtemps les inconvénients des travaux. Alors, j'en parle brièvement là, du sud au nord. D'abord, l'arrondissement, la Ville de Montréal a un projet de réaménagement de l'avenue Pierre de Coubertin qui avait été conçu à l'époque des Olympiques pour un débit olympique. La réalité aujourd'hui, elle est différente. Donc, il y a un projet de réaménagement de Pierre de Coubertin qui irait de la rue Viault jusqu'à l'avenue Bourbonnière, donc dans l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Au même endroit, à la station de métro P9, la STM a 2 projets, mais une seule intervention. Ils ont des travaux d'entretien à faire à la voûte du métro, mais ils ont surtout planifié des travaux d'accessibilité universelle. Donc, ils veulent installer des ascenseurs
à proximité des édicules métro pour favoriser l'accès aux gens qui sortiraient du SRB, qui lui est accessible, vers le métro. Il y a également au carrefour Jean-Talon-Pineuf, vous savez sans doute qu'il y a un projet de prolongement de la ligne bleue du métro qui chemine dans les cartons de la STM au travers des nombreuses autorisations nécessaires, mais on est confiant que ce projet-là va cheminer jusqu'à se réaliser. Et dans ce contexte-là, on sait qu'il y aurait une station de métro de la ligne bleue au carrefour Jean-Talon-Pineuf. Et on souhaiterait, à cet endroit-là où il y a déjà une station SRB, créer un lien intermodal, c'est-à-dire permettre aux gens de ne pas sortir dans la rue, de pouvoir passer directement d'une station SRB au centre de la rue jusqu'au tunnel sans avoir à sortir avec escalier et ascenseur. Alors, pour ne pas perturber le service SRB lorsque le métro se mettra en branle, ce que ça veut dire, c'est que nous, il y a des ouvrages souterrains, les tunnels et les faux ascenseurs, on va les construire dans notre projet. Et pour terminer, vous avez tous un peu une opinion des travaux au carrefour Henri Bourassa-Pineuf, qui, en fait, ne vont être terminés que lorsque le pont Pineuf sera complété. Et les gens du ministère des Transports ont, dans leur carton, également un projet qui est mûr, qui est prêt à lancer un appel d'offres. Et on est confiant d'avoir des annonces très rapidement pour faire en sorte que les travaux de réfection du pont Pineuf se fassent dans le même échéancier que le nôtre, que je vais vous présenter. Étape réalisée depuis l'automne. Je parlais tout à l'heure de ce qui était réalisé depuis 2015, mais vous l'avez vu dans la presse, les contrats, en fait, le projet, la dernière étape d'approbation du projet, ça date de l'été dernier. Il y a eu une annonce du ministre faite en juin dernier. On a lancé les appels d'offres construction l'été dernier et on a octroyé les 3 principaux contrats du tronçon montréalais. En septembre dernier, on a débuté en octobre. Et ce que vous avez vu comme travaux depuis le mois d'octobre, en fait, on appelle ça travaux préparatoires, mais quand j'expliquais tout à l'heure qu'on avait déplacé des réseaux techniques urbains souterrains, dans la première des activités à faire en séquence pour le déroulement des travaux, on avait à déplacer le réseau de la Commission des services électriques de Montréal, ceux qui abritent essentiellement les câbles d'Hydro-Québec. Ce sont des actifs qui sont généralement sur les côtés, près des trottoirs. Donc, c'est ce qu'on fait depuis l'automne et qu'on fait cet hiver, là. Et ça se fait généralement avec moins d'entraves que les travaux à venir, c'est-à-dire qu'on est capable de le faire, dépendant des secteurs, soit avec aucune entrave à la circulation, soit avec une seule voie de fermée, ou soit 2 voies de fermée. Puis quelquefois, là, c'est un petit peu plus complexe, mais en général, ce que vous avez eu à subir comme désagrément, c'est légèrement différent ou complètement différent de ce que vous verrez plus tard. Bon, il y a ça qui a eu lieu depuis l'automne. Ensuite, mon équipe, le bureau de projet, l'équipe qui s'assure de la réalisation du projet, était installé depuis 2015 à Montréal, au centre-ville, là où les décisions, les réunions techniques se prenaient. Maintenant, ça est terminé, on est en phase de réalisation. Donc, on s'est installé à pied d'œuvre en chantier. Et nos bureaux, depuis décembre dernier, sont installés au coin de Industriel et Pineuf pour faire en sorte qu'on vive en même temps que vous les désagréments du chantier, être en mesure de réagir plus vite. C'est l'objectif, puis d'être plus près de nos besoins. Finalement, ça concerne principalement Rosemont, les quelques-uns dans Villeray. On a dû aussi abattre certains arbres. Je parlais d'aménagement du domaine public. L'objectif n'est pas de raser les arbres, mais il y a quelques rares endroits où on a dû abattre des arbres, soit parce qu'ils étaient malades, soit parce qu'ils étaient en conflit avec le nouvel aménagement. Mais honnête, en termes de plantation, après les travaux, ça va être largement positif comme bilan. Donc, c'est ce qui a été fait depuis l'automne. Maintenant, phasage des travaux. Là, je vais aller plus vite, là. Je vais vous montrer une date, 18 mars, et je reviens en arrière. C'est-à-dire que les travaux qu'on fait depuis l'automne s'achèvent, et le 18 mars prochain, c'est dans 2 semaines et demie, on se met en configuration chantier, ce que vous allez vivre là, durant tout l'été. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on va fermer sur les 9 km, donc il y aura des barrières physiques ou des cônes oranges sur 9 km entre le boulevard, en fait, l'avenue Pierre de Coubertin et le boulevard Henri Bourassa ou la rue d'Amos. Alors, toute la chaussée ouest, c'est-à-dire toute la chaussée direction sud actuellement, va être fermée à la circulation complètement, ce qui va devenir notre zone de travaux. Et pendant ce temps-là, on va dévier la circulation du côté est en maintenant 2 voies de circulation en direction sud et 1 voie de circulation en direction nord. Donc là, je montre une image, là, puis je fais déjà une petite précision.
c'est que compte tenu de l'ampleur des travaux de signalisation à mettre en place pour configurer tout ceci, là, ça peut prendre quelques jours. Donc, peut-être, là, je donne un exemple, entre le 18 et le 25 mars, il y aura des travaux de déplacement, de mise en place de la circulation, mais dès que c'est fait, ça va être vos conditions de circulation durant toute la saison, qui va aller donc du 18 mars jusqu'à la fin de l'automne. À la fin de la phase 2019, donc en décembre, ou peu importe quand on terminera, l'objectif est de retirer les entraves, de ramener 6 voies de circulation pour les voitures durant les mois d'hiver et de revenir l'année prochaine, donc pour la saison 2020, avec une phase 2, qui est un miroir de la phase 1. C'est-à-dire que là, c'est à l'envers. Là. On vient de reconstruire le secteur ouest. Alors, on dévie la circulation sur le secteur ouest nouvellement reconstruit et on dévie la circulation sur le secteur est avec la même configuration. Et on dévie la circulation sur le côté ouest avec la même configuration, 2 voies en sud, 1 voie en nord, pour encore la saison estivale qui irait du printemps 2020 jusqu'à l'automne 2020, pour encore une fois retirer les entraves pour l'hiver et revenir la dernière année avec une dernière phase, je dirais, plus lourde, là, qui va consister à le raccordement, en fait, la construction du terre-plein central, la construction des travaux SRB et, grosso modo, la fin des travaux civils importants. La dernière année de travaux, donc la saison 2020, va être beaucoup moins contraignante pour vous. Ça va consister essentiellement en la mise en place d'une couche de pavage finale. Les travaux auront été substantiellement terminés en 2021, mais il va nous rester une couche de pavage finale à poser dans de bonnes conditions. Ça risque de se faire sans entrave parce qu'on risque de faire ça le soir ou la nuit ou les week-ends sur une période beaucoup moins courte que toute une saison. On va également procéder à toutes sortes d'essais d'équipements technologiques embarqués dans les stations qui, en fait, ne vous gêneront pas en termes de circulation. On va procéder également à des essais, des marches à blanc, des essais d'opération avec les exploitants en amont pour s'assurer que le service est optimum pour la mise en service prévue à l'automne. Donc ça, c'est pour le déroulement des travaux. En termes de phasage, au quotidien, ce que ça veut dire, c'est que l'entrepreneur va avoir à travailler sur place sur un horaire régulier qui sera de 7 h à 19 h. Mais déjà, je vous informe que on peut des fois penser que l'échéancier de réalisation sur 4 ans est long. Là. Dans d'autres présentations, j'ai défilé toute une série d'activités qui expliquent pourquoi ça prend tant de temps. Mais en fait, pour y arriver, on doit quand même faire de gros efforts. On doit multiplier les équipes. Donc, vous ne verrez pas des gens partout. Puis, je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Mais vous allez voir sur les 9 km, là, de nombreuses équipes de travail travaillant en différents endroits. Et on sait qu'on va devoir, au-delà des heures normales, 7 h à 19 h, on sait qu'on va devoir travailler jusqu'à 23 h le soir pour les 2 premières années sur environ 50 des aires de travaux. Je parlerai d'aires de travaux dans quelques minutes. On va devoir aussi possiblement faire des travaux de nuit. En fait, on ne devrait pas, mais si jamais il y avait une situation particulière ou une urgence, bien, on pourrait avoir à travailler la nuit, mais ça se ferait en cas exceptionnel uniquement. Puis on dit travaux ponctuels en hiver au besoin. D'abord, la nature des travaux qu'on fait, ce n'est pas approprié de faire ça en hiver, mais on se donne quand même là, la liberté de travailler en hiver au besoin si on avait besoin de pallier à un retard éventuel sur un certain secteur ou autre chose. Donc, en principe, ce n'est pas ce qu'on vise. On espère que ça n'arrivera pas, mais il est possible qu'on doive se servir de ce tampon-là pour s'assurer de la mise en service qu'on annonce pour 2022. Pendant ce temps-là, je vous présentais tout à l'heure l'équipe de gestion des impacts. L'équipe de gestion des impacts, elle est là pour s'assurer au respect de ce qu'on dit ici. C'est leur job à eux autres, c'est que ça. C'est-à-dire que dans nos scénarios de réalisation, dans nos spécifications aux entrepreneurs, on veut maintenir en tout temps les accès au commerce et aux résidences, donc par toutes sortes de moyens. Là, je ne veux pas les détailler parce qu'en fait, là, il y a différents types de riverains. Il y a 9 km, il y a toute une ribambelle d'histoires différentes qui sont associées avec toute une ribambelle de solutions différentes auxquelles on a pensé et auxquelles on n'a pas pensé. Alors, l'équipe de gestion des impacts, elle est là pour valider ce qui a été pensé, puis observer ce qui se passe quand on n'y a pas pensé, et puis réagir le plus rapidement possible pour s'assurer qu'il n'y ait pas trop d'impact, en fait.
Possibilité de stationnement entre les tronçons en travaux. Encore là, j'ai une image qui va le montrer. C'est peut-être moins votre cas dans Montréal-Nord, mais c'est le cas beaucoup dans Rosemont, là où les gens dépendent du stationnement sur rive. Donc, il y a une image où je vous montrerai comment on va fournir du stationnement additionnel alors qu'on enlève des voies de circulation. Et puis, finalement, on va s'assurer aussi le long des travaux, ça c'est un défi, de toujours garder en place une aire de circulation pour les piétons et les gens à mobilité réduite qui soit fonctionnelle et sécuritaire. Donc, aperçu des travaux, là, je pense qu'on a un panneau derrière qui l'illustre. Je ne veux pas le passer en détail parce que c'est une coupe que j'ai... en fait, juste cette diapo-là, je pense qu'elle a fait l'objet de 15 minutes de présentation dans un autre contexte. Mais c'est pour illustrer un peu ce qu'on je vous disais tout à l'heure. Là, dans le projet, là, il n'y a pas que du marquage au sol pour une voie réservée. Là. On construit évidemment des stations SRB, mais on reconstruit toute la chaussée, comme je l'expliquais, incluant toute la couche de fondation de matériaux granulaires qui est en dessous. On excave et on reconstruit les égouts. On excave et on reconstruit les aqueducs. On déplace ou rénove les conduits électriques, les conduits de gaz et de téléphone. On refait les trottoirs, on refait les plantations. On change tous les feux de circulation et tout l'éclairage routier. Donc, il y a beaucoup de travaux pour arriver à terme avec un boulevard P9 qui est flambant neuf sur tout le linéaire dont j'ai parlé. C'est ce qui fait qu'il y a quand même beaucoup d'interventions à faire. Quand on parlera tout à l'heure de durée de travaux en tronçon, ça va être en fonction de ce qu'on a à faire comme intervention à chaque endroit. Chacun des tronçons de travaux, chaque zone n'est pas identique. Il y a certains tronçons qui sont un peu plus courts, certains tronçons dont le sous-sol est plus dense. Alors, en fonction de ce qu'on retrouve, bien, la durée d'intervention vis-à-vis une adresse particulière peut varier. J'en reparlerai un petit peu. Donc, aménagement des zones aux abords d'un tronçon en travaux. Donc, d'abord, la notion de tronçon, je le dis souvent, là. Le projet sur 9 km, à Montréal, c'est facile, c'est une ligne droite puis 9 avec des transversales partout. Donc, il n'y a pas de configuration trop sexy, c'est partout pareil. Donc, un tronçon, c'est assez simple, c'est une zone entre deux rues transversales. Ça va de quelques dizaines de mètres à quelques centaines de mètres. Donc, ça, c'est un tronçon. Nous, on a compartimenté le projet de Henri Bourassa à Pierre de Coubertin en 39 tronçons. Il y a des panneaux derrière qui illustrent les numéros de tronçons. Et ceux qui sont directement sur P9, vous pourrez vous identifier au tronçon 14, par exemple. Alors, lorsqu'on a un tronçon en travaux, donc, première des choses qu'on fait, on impose à l'entrepreneur qu'on ne peut pas faire de travaux sur plus de 300 mètres en continu. L'objectif pour ça, c'est qu'à côté d'un tronçon en travaux, de part et d'autre, on a une zone où il n'y a pas de travaux. Alors, vous avez saisi tout à l'heure là, qu'il y a la circulation et les déviés. Donc, on voit ici 2 voies de circulation en sud et une voie de circulation en nord. Donc, pendant ce temps-là, du côté ouest, il n'y a aucune circulation à nulle part. Donc, là où il n'y a pas de travaux, il y a donc une zone libre de travaux où on fait un peu ce qu'on veut. Alors, où on fait ce qu'on veut, ça veut dire qu'on aménage des espaces de stationnement et on permet une circulation locale. Et quand je parlais de longueur de maximum de 300 mètres tout à l'heure, ça, c'est le compromis qu'on a identifié en partenariat avec la sécurité publique, les arrondissements, les partenaires en transport collectif, pour s'assurer qu'on est capable de déménager des meubles, éteindre un incendie, permettre aux gens d'arriver avec leur sac d'épicerie, parce qu'en fait, la personne qui serait le plus pénalisée serait, disons, celle-là qui serait en plein centre d'un tronçon, bien, elle se retrouverait ici, là, avec des tronçons de 300 mètres, à un maximum de 150 mètres d'une zone de stationnement. Donc, c'est l'idée du 300 mètres. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure s'il y avait des questions, mais je pense que c'est complet. En termes de tronçon, donc Montréal-Nord, ici, c'est notre tronçon nord, mais le tronçon nord correspond étrangement à peu près aux limites d'arrondissement de Montréal-Nord. Alors, on voit ici que les tronçons sont numérotés de 1 à 11. Donc, encore là, vous pourrez regarder là, le tronçon qui vous intéresse davantage et de regarder comment ça se produit. Et ce qu'on indique en légende, encore là, les panneaux derrière vont vous le montrer et nos gens seront là pour répondre. Les panneaux, le code de couleur indique à quel moment ça risque de se faire. Donc, ça, c'est l'image qui représente la saison prochaine, donc cette année. Les tronçons verts, donc, eux vont être réalisés durant les mois de mars, avril et mai. Ça ne veut pas dire que c'est 3 mois, là.
Ça veut dire que c'est mars et août, avril et août, mai. Puis comme je l'expliquais, la durée d'intervention sur un tronçon particulier peut être de durée variable. Ça va de 4 ou 5 semaines à environ 3 ou 4 mois maximum. Donc, globalement, c'est un peu ça. Ceux identifiés en bleu, c'est des tronçons qui vont se faire à l'été, donc juin, juillet et août, alors que le dernier tronçon orange là, va se terminer à l'automne. Il peut être tout seul, mais ça peut être une indication qu'il est peut-être plus compliqué celui-là. Alors voilà. Itinéraire alternatif, ça c'est un peu un exercice un peu complexe, là, parce que quand on parle à des résidents, les résidents nous disent « faites en sorte que ça soit le moins bloqué possible ». Donc, pour ces gens-là, on dit, bien, les gens qui circulent sur P9 pour se rendre chez eux, bien, vous n'aurez peut-être pas le choix de prendre P9, mais des gens qui transitent par P9 pour aller à Laval, par exemple, ou dans d'autres quartiers, bien, on leur suggère, on leur propose ou identifie des routes alternatives qui peuvent être utilisées. Alors que quand on parle à une clientèle commerciale, ils ont un intérêt qui est un peu différent. On veut s'assurer d'informer la clientèle que le commerce est ouvert, que c'est accessible. Alors, mais c'est quand même dans notre stratégie de communication ce qu'on indique. Alors, ça, ce sont les itinéraires alternatifs qu'on propose pour les automobilistes qui utiliseraient P9 comme transit. Et ça compléterait ma partie. Je vais revenir tout à l'heure pour des réponses, là, mais là, je vais céder la parole à mon collègue Philippe Parenteau, qui va vous parler en détail de l'offre de transport collectif durant les mois de travaux. Bonsoir. Donc, au niveau des détours autobus, comme vous savez, il va y avoir seulement une voie direction nord et 2 voies direction sud sur P9. Dans ce contexte-là, on est obligé de mettre un détour sur l'ensemble de P9 à partir de Pierre-de-Coubertin jusqu'à Henri-Bourassa. Dans le secteur de Montréal-Nord, le détour va se faire à partir d'Industriel. On va emprunter la rue Garon. On va emprunter la rue de Castille, ensuite Hébert pour aller sur Charleroi et pour revenir sur P9. Pour la direction sud, on va pouvoir demeurer sur P9. Par contre, on va devoir aménager les terre-pleins centrales de façon à pouvoir accueillir la clientèle. On va élargir les trottoirs. On va s'assurer qu'il y a un bateau pavé pour permettre aux personnes à fauteuil roulant à mobilité réduite de pouvoir embarquer sur le terre-plein. On va créer une zone sécurisée avec une clôture pour s'assurer que le chantier soit séparé de la zone d'attente pour la clientèle. Donc, avec cette façon-là, on va pouvoir embarquer, débarquer notre clientèle. Il va y avoir des traverses piétonnes de chaque côté pour permettre l'embarquement-débarquement. Je vais céder la parole à mon collègue Benoît pour vous parler de communication. Bonsoir. Donc, en termes de communication, bon, comme vous avez vu, c'est un très gros projet avec beaucoup d'impact pendant les travaux. Donc, nous, ce qu'on veut s'assurer en termes de communication, c'est que tout le monde ait l'information et que tout le monde puisse communiquer avec nous au projet pour nous signaler comment ça se passe sur le terrain. Donc, les actions qu'on a entreprises, bon, évidemment, vous avez probablement reçu ce dépliant qui a été distribué porte à porte la semaine dernière. Donc, plus de 14 000 dépliants ont été distribués sur P9 et dans les rues avoisinant P9. Et dans le courant du mois de mars, on va étendre le territoire de distribution. Donc, à peu près toutes les portes à Montréal, entre Papineau et Langelier, vont recevoir cette information-là qui résume le projet et les travaux, les impacts, etc. Et en plus de ça, bon, on va prévoir de l'affichage sur les installations STM sur le domaine public. Donc, dans les abribus, les stations de métro, donc station P9, station Saint-Michel. Sur les clôtures de chantier également, donc sur le boulevard P9, il va y avoir ce type d'affichage-là. On va également acheter de l'espace publicitaire dans les médias imprimés, donc les journaux montréalais, Journal de Montréal, etc., et aussi les journaux locaux de quartier. Donc, on va acheter de l'espace pour mettre ce type d'affichage d'informations. Et également des panneaux de signalisation routière qui, eux, s'adressent davantage aux automobilistes pour comme on disait tout à l'heure, pour ceux qui veulent faire du transit, se rendre à Laval, par exemple, donc de privilégier peut-être d'autres chemins que le boulevard P9 pour circuler.
Évidemment, aussi les médias électroniques, la presse plus, etc., les médias sociaux vont être utilisés, la radio. Sur le web, il y a un site web dédié au projet sur lequel on retrouve toute l'information, donc le srbp9.ca. Donc, on met toute l'information là-dessus. Le site Infotravaux de la Ville de Montréal aussi est mis à contribution, évidemment. Il y a des comités de bon voisinage, dont il y a un comité de bon voisinage ici à Montréal-Nord, qui d'ailleurs, s'il y a des gens ici qui sont intéressés à faire partie du comité de bon voisinage, peuvent nous laisser leurs coordonnées. Mon collègue Félix, à l'entrée, pourrait prendre votre nom, vos coordonnées si ça vous intéresse. Le comité de bon voisinage va se réunir périodiquement pendant tout le chantier et a le mandat de regarder, d'adresser des situations particulières, donc de voir comment que ça se passe sur le chantier, s'il y a des problématiques récurrentes, comment on peut les régler, comment on peut améliorer les choses. Donc, on a vraiment la volonté de faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Donc, on veut être à l'écoute des gens qui sont sur le terrain, des gens qui habitent là, qui travaillent là, pour être sûr que ça se passe bien. Également, on a des agents de liaison qui sont présents sur le terrain. Donc, si vous êtes témoin de problématiques, si vous avez des choses à nous signaler, ce sont les personnes à contacter. Et pour les contacter, donc, on a des coordonnées spécifiques pour le projet. Le numéro de téléphone que vous voyez là et l'adresse courriel, c'est à prendre en note. C'est la meilleure façon de rentrer en contact avec nous pour nous signaler des situations et pour qu'on prenne action rapidement. Donc, comme vous voyez, on veut vous donner le plus d'informations possible à tout le monde, mais on veut aussi que vous soyez en mesure de communiquer avec nous facilement pour que ça se passe bien. Alors voilà, on est rendu à la période de questions. Merci beaucoup, M. Dessy, M. Parenteau, M. Dion également. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, je suis correct? OK. Alors, écoutez, je vais juste peut-être vous rappeler quelques petites consignes pour faciliter la période de questions. Mais évidemment, comme je l'ai dit tantôt, vous pouvez poser votre question soit en français ou en anglais. On va vous répondre possiblement dans la langue dans laquelle vous avez posé la question. Afin de permettre à tout le monde d'intervenir, bien qu'on n'est pas nombreux ce soir, là, ça va bien aller, on vous demanderait peut-être de limiter vos longs préambules à pas trop, que ce soit pas trop long finalement. Donc, s'assurer de garder vos préambules assez courts et de limiter autant que possible vos questions à une question et une sous-question. Donc, question de laisser la place à tout le monde pour poser des questions, mais vous pourrez par la suite revenir là, autant de fois que vous voulez pendant la soirée pour poser des questions. D'ailleurs, il y a peut-être des gens qui ne sont pas nécessairement tout à fait à l'aise à poser des questions devant un auditoire comme on a ce soir. Si c'est le cas, nos spécialistes vont rester disponibles à la fin de la présentation de ce soir pour des échanges un peu plus, disons, personnalisés. Donc, vous pourrez leur poser vos questions à ce moment-là. On vous demanderait également, lorsque vous allez au lutrin ici, de dire votre nom et peut-être soit le quartier ou la rue sur laquelle vous habitez, question de bien identifier à qui on a affaire en termes d'intervenants. Donc, bien, c'est parti. Je ne sais pas qui, le ou la première personne va briser la glace. On a déjà un monsieur. Bravo, monsieur! Alors, le lutin présidentiel est à vous. Pendant que monsieur s'installe, excusez-moi, je ne vais pas vous enlever votre temps de parole, là, mais je vois des gens qui prennent des photos, prennent des notes, là. Je vais vous assurer là, que la présentation que vous avez vue, vous allez la retrouver sur le site Internet du projet, à l'adresse au site qu'on a indiqué. Il y a également là, un compte-rendu de la rencontre qui va être publié. Donc, ce qui s'est dit ce soir, les questions qui sont posées et les réponses qu'on fournit, tout ça va être consigné par écrit et puis affiché sur notre site. Et aussi, juste avant de... Oui, je vais vous laisser la période, ça ne sera pas long. Je vois des gens qui attendent. Il faut juste lever la main, puis moi, je vais me souvenir de qui a levé la main. Comme ça peut vous éviter d'attendre debout inutilement comme ça. On peut sauver le temps que les gens se rendent ici. Ah, si vous préférez rester debout, il n'y a pas de problème. On y va avec vous, monsieur. Bonsoir, Pierre Lacombe, Saint-Vital, le coin André Bourassa, dans ce coin-là. Le financement, la première chose, c'est vous avez abordé la question du financement. C'est payé en partie par le ministère des Transports du Québec, les infrastructures par la Ville de Montréal. Le fédéral a rien. Vous n'avez pas fait de démarche pour avoir des subsides, des subventions du fédéral? Il y a des démarches en cours. Il y a un nouveau programme là, qui est annoncé qui s'appelle le PIC, le programme. Est-ce que, Claudia, tu connais l'acronyme du PIC? Bien, disons qu'il y a un nouveau programme fédéral qui est en place depuis quelque temps. Mais pour y avoir droit, là, il faut être à un niveau d'avancement de projet qui est moindre que le nôtre. Donc, on est trop avancé pour y avoir droit. Je vous rassure que les promoteurs du projet ont tenté leur chance.
Il y a peut-être certains lots de construction pour lesquels on va pouvoir là, faire une demande, mais en général, le financement vient des sources dont j'ai parlé tout à l'heure, jusqu'à nouvel ordre. Vous avez une diapositive, là, je ne sais pas si c'est un vieux terme, où on montrait une coupe là, de 2 voies de circulation de chaque côté, 2 voies d'autobus, un terre-plein. Vous avez parlé aussi d'élargir les trottoirs et vous avez ajouté par après à certains endroits. Mais là, je me demande, moi, là, est-ce qu'il va y avoir assez d'espace, là, hein? 2 voies de chaque côté, 2 voies pour les autobus, un terre-plein. Qu'est-ce qui va rester pour les trottoirs, là? Il me semble que là, il va manquer d'espace là, dans mon jugement. Il y a 9 kilomètres là, de boulevard P9 entre la rue d'Amos et le boulevard, je vais me lever, là, et le boulevard Henri Bourassa. En fait, la rue Pierre de Coubertin. La rue n'a pas toujours la même largeur. Quand je dis on élargit les trottoirs et on élargit les terre-pleins quand c'est possible, c'est pas partout possible, c'est souvent possible, mais pas partout possible. On a voulu faire le projet sans avoir à exproprier l'emprise municipale. Il y a des endroits également où l'emprise, le trottoir en fait, à bien des endroits, il reste de l'espace derrière le trottoir, donc on est capable d'élargir un peu. Mais l'ensemble du projet se fait donc sans expropriation. Et il ne faut pas généraliser en disant que sur 9 km, les trottoirs ont 2 mètres. Ce n'est pas le cas, là. Mais par endroit, c'est le cas. Est-ce que je réponds à votre question? Je vais regarder ça. Dernière question, là. Il y a un de mes amis qui m'a dit, pour décongestionner P9, là, aux heures de pointe, avez-vous songé, par exemple, au camionnage aux heures de pointe pour qu'ils puissent utiliser le pont de la 25, que le camionnage, ça pourrait être gratuit pour les camions? Durant les travaux? Durant les travaux, aux heures de pointe, ça pourrait assurer une certaine fluidité là, de C'est un enjeu là, qui nous est, en fait, sur lequel on travaille régulièrement. Là. Il y a différentes options qui ont été regardées. Il y a eu des demandes de créer des routes de camionnage ailleurs sur les rues existantes qu'on ne peut pas mettre en place pour des raisons de sécurité ou de compétences d'arrondissement. Ce qu'on a pu faire, là, ceux qui sont familiers avec le secteur Villeray, là, il y a un parc industriel enclavé le long du dépôt à neige de l'ancienne carrière Francon qui existe. Et derrière le parc industriel, il y a un chemin privé, en fait, un chemin qui n'est pas ouvert à la population camionneur, qui est donc privé, qu'on est en train de sécuriser et qu'on va ouvrir au camionnage exclusivement à partir du printemps prochain. L'objectif étant d'abord désenclaver ce secteur-là pour permettre au camionnage qui entre et qui sortent là, de le faire en toute sécurité durant les travaux, mais également permettre, par exemple, à une industrielle de Montréal-Nord qui circulerait sur industriel, d'accéder à la 40 sans avoir embarqué sur P9. Vous faites référence au pont de la 25. Il y a eu une demande officielle transmise par l'arrondissement Montréal-Nord. Il y en a eu une seconde transmise par l'arrondissement Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, qui chemine dans les instances décisionnelles. Là, il y a des gens qui discutent. C'est difficile de faire bouger le gouvernement, là, mais Mme Black me regarde puis elle me sourit. Là, puis je vous rassure qu'on ne vous a pas oublié. Et ce n'est pas qu'on est en retard dans les réponses, c'est qu'on attend une position officielle pour... mais là, je n'ai aucune orientation. Je ne pourrais même pas tricher en disant ça s'enligne pour quelque chose comme ça. J'ignore complètement quelle va être la réponse. Mais pour résumer tout ça, là, c'est qu'on est constamment à l'étude de nouvelles solutions, d'autres choses. Et puis, on est tout à fait ouvert aux suggestions constructives. Okay. Merci, M. Lacombe. Bonsoir, madame. Bonsoir. Marie-Hélène Megda sur la rue Saint-Julien, entre Gouin et la rue Jean. Comment vous voyez l'arrimage des travaux qu'il va y avoir sur votre boulevard P9 et sur le pont P9? Ça commence quand, ça? Je ne sais pas jusqu'où je peux m'avancer là-dessus. Là. Surtout que c'est télévisé, ça, cette histoire-là. Le projet du pont P9, le pont P9 est en fin de vie, a besoin de rénovation majeure. On s'est rendu compte en début de projet que il y avait besoin, il y avait nécessité de multiplier nos contacts avec les gens du ministère pour s'assurer d'arrimer les projets. Je le dirais comme ça. Ça n'a pas été facile. Je vous dirais qu'on a eu énormément d'écoute des gens du ministère. On a vu un projet cheminer à vitesse grand V.
Et je ne peux rien annoncer, je n'ai pas mes décisions, mais ce qu'on regarde là, c'est qu'on est très confiant que le projet de réfection du pont P9 va être annoncé bientôt. Et on est très confiant que les travaux vont se compléter en même temps que les nôtres. Maintenant, c'est ce que je peux partager. C'est comme le pont va être bloqué pendant que votre boulevard va être bloqué aussi. Ce que j'ai vu comme scénario de maintien de circulation, c'est que lorsqu'on reconstruit un boulevard P9, là, on doit tenir compte du maintien de la circulation, des accès de services publics. Quand on construit un pont, c'est un peu la même chose. On ferme des voies, on travaille d'un côté, on bascule. C'est pas tous les jours qu'on peut faire un pont Champlain comme on le fait là. En général, ça se fait par étapes. Et ce que j'ai vu comme plan de phasage, un peu l'équivalent de ce que je vous montrais, c'est qu'on s'est parlé et les choses sont arrimées. Alors, normalement, il devrait y avoir une continuité de 3 voies de circulation qui irait au-delà de la rivière des Prairies durant les travaux. D'accord. À suivre dans les prochaines journées ou semaines. D'accord. D'accord? J'ai un autre point, c'est concernant votre décoration du boulevard, là, avec des graminées qui sont à peu près hautes comme ça, là, parce que j'en ai. Moi, j'habite au bout de la rue Jean, là, et c'est pas très agréable, vraiment, première des choses, parce qu'il y a des gens qui se permettent d'aller uriner là-dedans. C'est assez haut pour qu'ils soient cachés. Alors, c'est pas très agréable quand tu es assis sur ton balcon, puis tu prends ta petite tisane, puis c'est ça que tu as comme paysage, comme on dit. Oui. Alors, si vous pouviez avoir des plantes un peu plus basses, ce serait fortement apprécié. Bien noté. Merci. Merci, Mme McDuff. Bonsoir, monsieur. Oui, alors on sait que le boulevard P9, aux heures d'affluence surtout, une grosse partie de clientèle, c'est des gens qui se dirigent vers la 440 ou qui arrivent la 440. Mon ami Lacombe m'a volé ma question en partie. Moi, pour ce qui est de la A25, j'aurais demandé à ce que ça soit accessible à l'ensemble de la circulation. Donc, le gouvernement, ça voudrait dire, naturellement, vu qu'on n'est pas rien qu'une PPP, ça aurait supposé que le gouvernement, j'imagine, couvre des frais à l'organisme PPP de façon à ce que ça puisse être gratuit ou tout au moins à tarif très réduit. On prend bonne note de votre commentaire et suggestions. Bonjour, Jean-Jacques Ricard. J'habite la rue Dénommée. Ça, c'est tout près de Fleury et P9. Bon, il y a plusieurs questions qui ont été posées. Ça va réduire un peu. La première qui me vient à l'esprit, c'était une problématique qui m'inquiétait beaucoup, puis je vois que malheureusement, elle est là. On voit votre dessin avec les autobus, c'est marqué qu'il y a des voies réservées au centre, mais là, j'ai bien compris, l'autobus P9, elle reste là. C'est ça que j'ai compris. Ça veut dire qu'il reste une voie pour les autos. Ça va faire dur, pas à peu près, là. Veux-tu en parler? Bonsoir. Il ne restera pas une voie. Il va rester 2 voies en rive parce qu'il n'y aura plus de voies réservées en rive. On va avoir un circuit d'autobus local. Non, je comprends ce que tu dis là. Mais l'autobus P9, elle ne passe pas une fois à l'heure. Ce n'est pas l'autobus Fleury, là. Fleury, on la voit passer le matin, puis on sait qu'elle va passer l'après-midi. Mais pas P9. Ben, c'est ça. Essayez-la, vous allez savoir pourquoi. Il n'y a pas pour rien qu'ils ont mis un rack à vélo. Tu es mieux d'aller avec ton vélo parce que tu ne reviendras pas le soir. Mais c'est ça. C'est que là, la 139 P9 étant là, parce que là, déjà, la configuration actuelle, on a enlevé le tiers de la circulation automobile. Puis c'est un constat, d'ailleurs. Oui. Ça, c'est un. Mais les automobiles, malheureusement, bon, ils ne disparaissent pas. On aimerait ça. C'est pas comme ça. Et deuxièmement, le pont, on sait que le pont de la 125 est limité à 45 000 véhicules, parce que tout le monde parlait de les envoyer là. Oubliez ça, physiquement, c'est impossible. 60 000 sur papier, mais 45 000, c'est bloqué bien raide. Ça, c'était prévu quand on a fait P9 et votre beau boulevard, que c'était prévu. Alors non, ils vont passer ça à 125. Ça ne marche pas déjà. Mais là, s'il reste une voie avec des autobus dedans en plus, au Pélaï, ça ira pas bien, là. Il va rester 2 voies. 2 voies direction nord, 2 voies direction sud. Une des voies, oui, il y a des autobus qui vont l'emprunter. Oui, mais c'est que ça veut dire déjà qu'on n'a plus... Ça ne sera pas la même fréquence. La 139 ne sera pas la même fréquence que on dit tout le temps ça, mais le volume d'automobile, il ne disparaît pas. Mais un autobus, là, c'est pas petit, là. Tu t'essuies la 139, là, mais ce que ça bloque déjà. Là, il va y rester... On va être juste dans 2 voies serrées, là. En tout cas, je ne sais pas, là, parce que moi, là, déjà, moi, je suis rendu beaucoup à Laval, parce que ça roule mieux. Mais là, ils commencent à se gâter. Je pense qu'ils ont pris les mêmes planificateurs, parce que sur le boulevard
Oui, allez faire un petit tour sur le boulevard Le Corbusier, où ce qui sont les centres d'achat. Il y a un grand génie qui a décidé d'installer ça comme ça. Puis on fait des pistes cyclables monstrueuses. On ne voit jamais un vélo. D'abord, c'est dangereux en vélo là. Ça ne circule plus. Tu veux sortir des centres d'achat, c'est des bouchons partout. Moi, je regarde P9, là, dans mon coin, Fleury P9, là. Je ne sais pas, là, mais comme je vous dis, moi, je pense, excusez, je pensais que la 139 était au centre. Puis là, en plus, je lis, si j'ai bien compris, là, 3 lignes de la STM, ça dit qu'il passe au centre. Oui. Mais il y a quelqu'un de Laval puis de la Rive-Nord aussi. Il me semble que ça aurait été... Je ne sais pas, là, moi, je pensais que P9 s'en allait complètement, mais comme il y a beaucoup d'autobus SRB, bien, mais là, on va être encore pris avec un autobus en Rive, en tout cas. L'autobus en Rive va offrir un service à une moindre fréquence, mais c'est un service local qui est nécessaire pour des petits déplacements, pour les gens qui ne peuvent pas marcher vers les arrêts c'est un circuit qui est extraordinaire, là, soit dit en passant, mais sauf que la réalité, c'est là pareil. Là, les automobilistes, P9, là, soit dit en passant, c'était la seule rue à Montréal. Moi, je m'occupais de santé et sécurité à l'Hydro, là. Je faisais toute l'île de Montréal. Il y a une seule rue à Montréal qui va bien, nord-sud, il y en a une. Et P9, qui allait bien. Mais là, c'est fini, là. Là, je vois aller ça. C'est beau, le projet. Mais j'ai pas hâte. La pollution, il y a quelque chose. En tout cas, moi, je suis bien inquiète, là, je vous dis tout de suite. On le réglera pas à soir, là, vous ne l'avez pas fait. Deuxième question rapide. C'est marqué, vous avez dit que le côté ouest va être fermé 9 km là. Côté est, 2 voies sud, 1 voie nord. Est-ce que le soir, c'est 2 voies de l'autre bord? Non, la réponse est non. Ça, c'est quelque chose qu'on a regardé. C'est une question qu'on se fait poser souvent. On l'a regardé, en fait, et puis l'expérience des grands chantiers montréalais indique que c'est pire de faire ça. Alors, le temps de déplacer tout ça, déplacer les choses, pour toutes sortes de raisons, c'est une mauvaise idée. Alors, il a fallu faire un choix. C'est un ou l'autre. Comme l'heure de pointe du matin, elle est concentrée sur une plus petite période, donc il y a plus d'impact. L'heure de pointe du soir, elle s'étire un peu plus longtemps, donc le début de circulation est moins intense. Et pour cette raison-là, on a privilégié la direction sud à la direction nord. Il y a d'autres questions, je reviendrai. Vous reviendrez plus tard, M. Rivard. Bonsoir. Bonsoir. Dana-Mé Leduc. J'habite sur des Recollets entre Prieure et Moncelet, mais plus proche de Moncelet. Une de mes grandes inquiétudes, c'est que déjà, la circulation sur notre rue, c'est trop rapide, à temps normal. Les gens circulent trop vite. Puis là, je me dis, parce qu'on emprunte souvent notre rue au lieu de prendre P9, parce que ça va plus vite. Là, je me dis, avec la construction, ça va être encore pire. Peut-être pas juste ma rue, peut-être d'autres rues en parallèle. Est-ce qu'il y a moyen peut-être de faire poser des speed bumps pour ralentir le trafic? Oui, en fait, juste avant, je ne sais pas parce que je ne veux pas vous donner le micro, je veux juste rassurer un peu tout le monde, là. Il y a toutes sortes d'enjeux opérationnels de ce genre-là qui sont de compétences d'arrondissement. Mme Black, elle va vous parler, là. Il y a ça, il y a les poubelles, il y a les déménagements, les monstres ménagers, le déneigement, un fou de choses comme ça. On a dans le groupe là, un forum où on a à discuter de toutes sortes de problèmes de tous les jours comme ça. Et là, c'est une compétence d'arrondissement et on a beaucoup de support de ces gens-là qui viennent nous fider et puis qui prennent le relais sur la problématique qu'on va créer. Alors, je tiens à les remercier et là, je vous invite à commenter. Merci beaucoup, M. Dionne. En fait, effectivement, on se partage les tâches. Hein? Ça se passe un peu comme ça, les responsabilités. Mais en même temps, je tiens à remercier M. Dionne et toutes les équipes également avec qui on travaille parce qu'on travaille vraiment en synergie. Effectivement, de notre côté aussi, on est préoccupé au niveau des élus municipaux, moi également, avec mes collègues qui sont ici. On est en train de réfléchir actuellement avec notre directeur des travaux publics qui s'occupe de tous les dossiers de circulation, à savoir qu'est-ce qu'on va mettre en place dès cet été. Là, vous comprendrez qu'on est en hiver, donc il y a des choses qu'on ne peut pas mettre actuellement. Mais dès cet été, on veut mettre des éléments. On est en train de regarder ça. Et ce sera en évolution, c'est sûr. Là. On a des premières semaines où les travaux vont commencer. À ce moment-là, on va observer la dynamique dans les secteurs, comment ça se passe sur les rues parallèles, sur les rues aussi qui permettent de faire des raccourcis, on va dire ça comme ça. J'avais le mot en anglais, mais des raccourcis. Et pour faire en sorte que la sécurité, pour moi, c'est la priorité. C'est ce que j'ai dit dans le secteur Marc-Larac, c'est ce que je vais dire dans le secteur SRB P9. Avant la fluidité, avant le reste, c'est la sécurité, faire en sorte
que ce soit bien pour tout le monde, pour les résidents dans les secteurs, et qu'on apaise le plus possible la circulation. Mais on n'empêchera pas l'humain de vouloir prendre des raccourcis pour atteindre leur objectif, mais on y travaille, c'est déjà dans les cartons. Parfait, merci. Mon autre question, c'est, peut-être j'ai mal compris, là, mais durant toute la construction, on prend où l'autobus? Parce que quand c'est, je veux dire, quand on est dans l'autre direction, là, je veux dire, on va plus travailler, c'est ça? Bon. si vous empruntez la 139? Ben, je prends le train, mais là, bientôt, on ne le prendra plus non plus. Mais sur P9 industriel. Sur P9, la 139 en direction sud, les arrêts vont demeurer sur P9. Par contre, ils vont être sur le terre-plein, en plein milieu de P9. OK. Et en direction nord, il va y avoir un détour qui va être mis en place. La plupart des arrêts sont relocalisés sur Garon. Quelques arrêts vont être relocalisés à d'autres intersections un peu plus haut, entre De Castille et Charleroi. Sinon, les arrêts demeurent sur P9. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Merci, Mme Leduc. Bonsoir, monsieur. Bonjour, vous, ça va bien? Bonjour. Mon nom, c'est Michel Massé. Je représente l'école Galiléo de la Commission scolaire English Montréal. Donc, vous savez que la rue Martial, P9 et Garipi, ça nous concerne. Je suis avec ma directrice ce soir, puis pour nous autres, je voulais juste vous dire que notre école a 110 personnes ayant une déficience intellectuelle, trouble spectre autiste. À ce niveau-là, j'ai à peu près une quinzaine, une vingtaine des personnes de Laval qui utilisent le transport adapté. Sur notre clientèle, 95 %, je dirais même 98 % prennent le transport adapté. Si on regarde l'école, notre cour arrière, c'est sur Martial, l'entrée. C'est là où notre stationnement. Alors, ce qu'il faut considérer, c'est que les membres du personnel de transport adapté, autant STL que Montréal, alors ça, c'est un impact majeur. L'autre chose, nous avons des gens aussi qui ont l'accessibilité pour apprendre des cours d'anglais-français. En même temps, si ça vous tente, vous pouvez venir à Galéo apprendre des cours anglais-français, ça nous intéresserait. Juste une petite pub en même temps, puis ma boss est bien contente pour moi. Ce que je voulais vous dire, ça a un impact. Et en plus aussi, il y a une école aussi de technologie où il y a des étudiants qui viennent à leur cours. Vous savez, comme moi, un autre élément important, ceux qui utilisent le réseau régulier, ils partent, j'ai regardé ça, il y en a quelques-uns qui partent de Montréal-Nord pour arriver en autobus chez nous. Il y en a qui partent de Ville-Saint-Laurent pour venir chez nous. Là, je vous donne un peu le topo, qui on est et c'est quoi notre préoccupation. On se doutait, on n'était pas sûr, mais là, je pense qu'à soir, on le sait, on se doutait que Martial soit fermé. Pour nous autres, l'entrée de Martial, c'est primordial. Pour nous autres, c'est toute notre entrée pour nos étudiants parce que c'est un aspect qui est très sécuritaire. Rentrer par Gariepi, c'est un problème. Alors, parce que, je veux juste vous dire, toute la voie, tous les gens vont aller à Gariepi. Et là, pouvez-vous imaginer la quantité de taxis et de transport au niveau du transport adapté qui vont être là? Ça va être, moi, j'essaie d'imaginer. Ce que je peux vous dire, j'ai été assez proactif. Une des raisons, j'ai fait venir un chef opérateur du transport adapté pour lui expliquer la situation, pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire dans l'éventualité que Martial soit fermé. Il ne savait pas. Je ne sais pas moi non plus. Et vraiment, j'avais hâte de vraiment vous voir ce soir. Nécessairement, je sais que je n'aurai pas toutes les réponses. Par contre, moi, j'ai une question. Est-ce que la STM, au niveau du transport adapté, ont les informations par rapport à ce projet-là? Ça, c'est ma première question. Ça, c'est important pour moi parce que c'est avec eux autres, je pense, que surtout que nous autres, ça nous touche énormément. C'est avec eux autres qu'on va pouvoir travailler puis se dire quelles sont nos actions ou qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire en sorte que nos gens aient leur service scolaire. Tout à l'heure, vous aviez parlé de l'accès en disant, bien, il va y avoir OK, au niveau des ordures et autres, ça, mais c'est parce que l'école, c'est important aussi. Alors, on ne veut pas perdre nos services. Ça fait plaisir. Ben, allons-y, monsieur. Oui, puis là, je sais que Benoît est derrière, mais Benoît, tu vas voir à compléter, là. Vous faites référence à toutes sortes de problématiques spécifiques à chez vous. Évidemment, chez vous, là, vous êtes, je ne dirais pas plus important, mais il y a plus de contraintes chez vous que chez un citoyen lambda.
Alors, là, pour moi, il y a 2 canaux, là, ou différents canaux. Il faut qu'on se parle. Essentiellement, il faut qu'on se parle, là. D'abord, là, il y a Léonard Boisclair qui est là, Catherina, là, qui a pris note de ça. Et là, dans les prochaines journées, quelqu'un va aller vous rencontrer. Ça, c'est certain. Alors, si on ne connaît pas vos préoccupations, on réfléchit au projet depuis 2 ans. Les gens ici sont témoins de ça, là. Mais on n'est pas parfait. Bon, on en a peut-être échappé 1 ou 2, là, ça peut arriver. Alors, là, on en a pris note. On va aller s'asseoir avec vous. On peut le partager, là, mais comprendre le détail de votre préoccupation, regarder physiquement sur le plancher qu'est-ce que ça veut dire, et vous revenir avec des suggestions jusqu'à ce qu'on trouve une solution. OK. Ça, c'est un premier point. OK. Tu dis non, Benoît? OK. L'autre chose, à long terme, là, si durant les travaux, vos préoccupations méritent un suivi, vous êtes, selon moi, un client idéal pour nos comités de bon voisinage. On expliquait tout à l'heure là, qu'il y avait de la place. C'est un des outils, c'est de participer à ça. C'est pour ça que Benoît va vous parler. Additionnellement à ça, il y a des groupes, il y a des endroits où il y a des enjeux particuliers qui ne méritent pas d'être partagés en comité de bon voisinage. Et là, on fait des comités spécifiques. Okay. Alors, au besoin, là, on regardera de quelle manière le traiter. Puis là, c'est là où, Benoît, je te demande, est-ce que ça vaut la peine? Veux-tu compléter avec autre chose, là? Parce que l'équipe de communication, quand on parlait de ça, c'est pas juste pour gérer la presse, là, c'est de communiquer de manière à capter vos préoccupations et échanger sur les solutions qui vont être fonctionnelles. Ça va être important parce que, nécessairement, ma directrice est ici, puis ça va être un élément très important pour suivre tout le projet, de façon aussi, comme vous dites, on soit en mesure de pouvoir s'ajuster selon le cas. Oh, je suis nerveux. Et vous avez répondu quand même à ma deuxième question, à savoir au niveau du comité bon voisinage, j'ai l'impression qu'on va être obligé d'être là. Hein? Ça va être autre chose. Ou autre. Oui. Mais il y a aussi une troisième chose que j'aimerais vous parler, monsieur, puis je trouve ça très important. Depuis les 3 dernières années, j'ai fait beaucoup d'apprentissage au transport pour la clientèle déficience intellectuelle. Je peux juste vous dire que sur P9, moi, ça fait à peu près 30 ans que je fais de l'apprentissage au transport, 30-35 ans. Je peux juste vous dire qu'il y a des situations où c'est dangereux. Il y a certains accès où c'est vraiment dangereux, dans le sens où, si on regarde de signalisation, il y a quelqu'un tout à l'heure qui a dit que ça allait trop vite. Effectivement. Je peux juste vous dire que ça va vite. Il y a des éléments de signalisation que c'est pas là pour régler aujourd'hui. C'était juste un constat. OK, on ne réglera rien, c'est pas le but aujourd'hui, là. Mais peut-être faire un effort, peut-être pour penser à... On pense aux gens à mobilité réduite, on pense mais des signalisations plus claires, plus précises, qui vont permettre aux gens de mieux comprendre, parce qu'il y en a qui ont de la difficulté à comprendre. Puis ça pourrait être un élément important à considérer. Justement, peut-être qu'éventuellement, on pourrait se parler. Alors, pardon? Ça fait plaisir, on va vous inviter. On a du bon café chez nous, vous allez voir ça. Et alors, des cours d'anglais. Pardon? Et des cours d'anglais. Oui, mais on va parler en français, mais on peut parler en anglais aussi. Ma directrice parle très bien anglais. Mon collègue, je pense que mon collègue, juste après, là, va vous parler un peu de transport. Puis, mais au niveau du transport adapté, vous pouvez y aller tout de suite. Je n'ai pas d'autres questions, mais on a des préoccupations. Ce que je constate, c'est qu'on va être en mesure de pouvoir avoir des informations pertinentes pour nous aider. Si on regarde, oh oui, j'ai un oubli, je m'excuse, en terminant. Sur Gaviepi, il y a 2 mois, j'ai envoyé il y a quelqu'un qui m'a donné une adresse courriel pour envoyer celui qui s'occupe, parce que à Gaviepi, on veut augmenter la possibilité que nos taxis soient en mesure de pouvoir stationner. Ça veut dire qu'il y a des poteaux de signalisation où les gens ne peuvent pas stationner. Je n'ai jamais eu de réponse. Alors, je pense qu'on va travailler fort à ce niveau-là. Juste avant de passer le micro à mon collègue, M. Parenteau, là, je veux quand même souligner une chose, là. C'est pas facile de concevoir un projet qui fait consensus. Parce que vous parlez tout à l'heure, ça va trop vite. Des fois, on est dans un forum différent, on nous dit que ça va pas assez vite. Oui, je sais. Fait que, mais le matin, quand on est pressé, ça va jamais assez vite. Non, mais ouais, là, il y a une réalité d'un projet comme celui-là là, qui s'étend sur un grand territoire où il faut répondre aux préoccupations de Rosemont, de Laval, de Montréal-Nord. Alors, le projet qu'on réalise, c'est le projet de consensus. On parlait du pont de la 25 tout à l'heure. Le fait que le pont de la 25 soit construit, c'est ce qui a donné la chance à la Ville de revoir la configuration Henri Bourassa P9. Et c'est ce qui a donné l'occasion au projet de voir le jour, c'est-à-dire qu'on transforme P9, qui est un axe de transit automobile, en un axe qui va devenir un axe de transit de transport collectif.
Une des conséquences de ça, c'est, on parlait d'aménagement tout à l'heure, puis de largeur, ça va, d'abord, les voies de circulation automobiles vont être plus étroites qu'elles le sont, donc ce qui va générer une diminution de la vitesse. Mais globalement, sur l'aménagement, quand je parle d'aménagement, c'est pas que les fleurs et les arbres, mais c'est aussi la circulation, la signalisation, la sécurité au carrefour, là. Vous allez voir qu'à terme, le visage va changer, même si la géométrie est la même. Quand je parle de géométrie, je parle du linéaire. Et c'est un axe qui va devenir beaucoup plus convivial et sécuritaire que celui que vous connaissez aujourd'hui. Et là, tu peux compléter sur le transport? Oui, on est. Je prends le micro. Bonsoir. On va s'assurer qu'il y a des personnes du transport adapté qui soient impliquées, puis on va s'assurer de trouver un endroit pour embarquer, débarquer votre clientèle, un endroit qui soit sécuritaire tout au long des travaux. OK. Il y a juste une chose, les gens ne sont peut-être pas habitués à la clientèle des ITSA. Là. Je veux juste vous dire quelque chose. Vous ne voyez pas ça, mais dans mon métier, quand vous voyez qu'une personne en déficience intellectuelle en taxi qui fait le même chemin pendant tant d'années et que demain matin, elle va changer de chemin, parce qu'ils ne sont pas fous, eux autres, là. Hein? Il y a des fois, ils arrivent à l'école avec des troubles de comportement. Nous autres, on est dans le niveau clinique. On est dans le niveau de l'éducation. Alors, nous autres, tous les impacts, elle n'est pas juste de voir juste un chemin fermé. Ça a un impact au niveau du service et au niveau de toutes les étapes où cette personne, à part du point A au point B. Et ça, c'est important. Alors, c'est pour ça que si on peut alléger cette situation-là pour permettre à nos personnes d'avoir des services dans toute sécurité, parce que English Montreal, je pense qu'ils donnent des services, mais ils veulent des étudiants qui soient en sécurité, hein, même les parents et autres, et aussi pour le membre du personnel et même, dans le fond, de la communauté. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci, Je vous remercie également. Et là, je crois que Mme la mairesse voulait compléter l'intervention. En fait, ce que je voulais vous dire, c'est merci tout d'abord d'être venu ce soir poser vos questions. J'ai oublié son nom. M. Marie. Monsieur Massé. Donc, M. Massé, merci beaucoup d'être venu poser votre question. Et je vous dirais que c'est justement pour cette raison-là que ces soirées-là sont organisées et que l'arrondissement, on en fait partie prenante parce qu'on l'a expliqué tantôt, c'est la STM qui chapeaute le projet, mais on travaille en tandem. Donc, dans ce contexte-là, je veux seulement vous rassurer qu'on y travaille et que vos préoccupations, on est très sensible à ça. Et c'est sûr que c'est un changement hein, dans les habitudes de tout le monde. Là. Même à l'arrondissement, nous-mêmes, on s'est dit, bon, le matin, quand on va venir, ça va prendre un peu plus de temps, il va y avoir du trafic. Tout le monde, ça nous implique. Alors, c'est pour ça que ce soir, vous êtes nos alliés pour commencer à diffuser le message. Ça s'en vient, on parle du 18 mars. C'est demain matin. Ça nous laisse 2-3 semaines pour s'enligner, commencer à préparer les choses et à préparer psychologiquement les gens, préparer vos élèves pour qu'ils puissent bien recevoir ce changement-là. Et en même temps, que s'il y a des pépins au niveau de la circulation ou quoi que ce soit, on veut être au courant. Là. Restez pas avec ça et les équipes de la STM vont être là pour vous répondre. Nous, avec les équipes de circulation, la même chose. On est vraiment à votre écoute pour s'assurer que ça se passe le mieux possible. Ah, yes! Merci. Merci, Sylvia. C'est sûr qu'on avait aimé ça vous voir il y a un mois. Ça aurait été plus facile pour nous autres de se préparer. Oui. Parce que la semaine prochaine, dans la semaine de relâche. Et ça nous enlève une semaine de plus. Oui. Alors, je voulais juste vous dire ça. Mais c'est pas un reproche. Je comprends bien. Pour mieux comprendre où on en est et qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut s'ajuster de façon à permettre à nous autres d'avoir les meilleurs services. Absolument. L'objectif est ça. Le restant, c'est un beau projet. Puis là-dessus, on est à la même place. On veut les meilleurs services puis ça se passe le mieux possible, en sachant très bien qu'on, comme on dit souvent, on ne peut pas faire d'omelette sans casser d'œuf. Hein? Donc, voilà. Hélène Gauthier, j'habite chez Rue-Hébert, juste en biais de l'hôtel de ville, là, tout proche. D'abord, des félicitations. Je prends la 439 sur le nouveau édicule au centre de P9, au Henri Bourassa. J'adore. Amos, j'adore. Parfait. Ça répond aussi. On n'est pas à l'abri du vent quand il vente fort, à l'abri de la neige. Bon, parfait. Ensuite, donc, j'ai vécu tout le chambardement de la destruction du viaduc puis de l'installation de l'édicule. Puis, pour ceux qui s'inquiètent, là, les détours d'autobus puis les arrêts qui changent. Puis, pendant les 2-3 ans que ça a duré, mon arrêt a changé de place 3 fois. Mais c'est bien indiqué. Les chauffeurs, ils sont polis puis ils sont démêlés. C'est où mon arrêt? C'est là-bas, madame. Ils sont au courant. Ça s'est très bien déroulé. Donc,
Bravo pour tout ça, là. Il ne faut pas lâcher. Bon, après, j'ai un commentaire et peut-être une solution, ça concerne l'arrondissement. À propos, là, de Amos à Charleroi, on a un beau trottoir avec les graminées. C'est le même, vous les appelez, la belle herbe longue et dorée. Là, je ne connaissais pas l'inconvénient que madame a signalé. Là, une chance, je ne l'ai pas, par exemple, parce que c'est sur P9. Fait que là, on était un peu gênés, mettons. Alors, ce bout-là, du côté est de P9, il y a des blocs appartements. Puis, les gens, ils ne savent pas où mettre leur vidange. Ils les mettent en plein milieu des graminées. C'est laid, épouvantable. Puis, il y a des pneus en plein sur les graminées qui ont passé l'été. Puis, une bande de bois. Puis, au déménagement, 3-4 morceaux de meubles qui ont été sur les graminées plusieurs jours parce que c'est pas ramassé tout de suite. Bon, mais mettons que si on enlève les exceptions, là, à chaque semaine, tu as le panier vert, la grosse boîte verte, puis les vidanges, puis toutes ces graminées. Fait que là, je me dis, c'est mes taxes qui payent ça, là. J'aime pas bien ça, moi, voir les beaux graminées gâchés puis gaspillés, parce que les vidanges sont dessus. Il faudra peut-être mettre des belles dans... On pourra se parler après, si vous voulez, vous me direz exactement c'est à quel endroit. Absolument, absolument. Mais quand les graminées sont posées, là, dans toutes les maisons qui sont touchées, mettez dans chaque bureau, dans chaque boîte aux lettres, un beau dessin. Vos poubelles, vous les mettez là et là et là. Ce serait tout simple, je pense. Puis vous le signalerez à tous les arrondissements parce qu'ils vont avoir le même problème, c'est certain. Je les comprends un peu. Ils ne veulent pas déranger les gars des vidanges là, qui sont obligés de passer dans la petite entrée, puis se rendre au milieu, puis prendre la poubelle, puis marcher. Puis je les plains aussi, là, mais si c'est ça qui a été décidé pour eux, bien là, ils le feront. C'est tout. Merci pour le commentaire, puis on pourra jaser avec vous. Bonsoir. Alors, j'aimerais avoir un petit peu d'explication dans le phasage. Là, vous avez, c'est par section, mais dans les intersections, comment vous allez compléter? Vous allez faire comment je peux dire? Il y a une section qui va être de fait de 300 mètres. Ensuite, peut-être au sud, une autre section. Mais la rue qui traverse, là, vous allez attendre que les deux sections adjacentes soient faites. Et ça va être bloqué pendant combien de temps, ça, pour pouvoir traverser Est-Ouest? Je veux bien croire que Montréal-Nord, il n'y a pas grande avenue à Montréal-Nord qui sont Est-Ouest. À part Henri Bourassa et Industriel, ça bloque tout à P9. Bon. Ma collègue, vous avez terminé votre question? Oui. Tatiane, derrière, là, je vais répondre à la question, mais si j'oublie quelque chose, j'aimerais ça que tu complètes. D'abord, ce qu'on appelle un tronçon, pour nous, ça va de la limite sud d'un carrefour jusqu'à la limite sud de l'autre carrefour. Alors, si on regarde le tronçon 4, il inclut le carrefour Moncelet-Pineuf, pour savoir. Donc, si vous voulez savoir, si vous habitez ce coin-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est ça. Donc, Moncelet fait partie du tronçon 4 et non du 5. Maintenant, quand on fera les travaux du tronçon 4, évidemment, on va devoir reconstruire face à la rue perpendiculaire. Dépendant de l'achalandage, vous comprendrez que quand on va être devant la rue Jarry, par exemple, on ne peut pas fermer la rue Jarry pendant 4 mois. Alors, il va y avoir un traitement particulier sur la rue Jarry. On va la faire sur un long week-end à raison de 20 heures par jour, ou Dieu sait quoi. Là, on regardera le sous-détail. Ailleurs, sur les rues, je dirais dites moins importantes, parce qu'il y a différents niveaux d'importance. Jarry est plus importante que Fleury, qui est plus importante que Martial, par exemple. Je ne connais pas le débit sur chacune des rues. Peut-être pas un bon exemple, mais alors là, le délai d'intervention sur les rues transversales est fonction du besoin qu'on a de maintenir le transit sur cette rue-là, d'une part, et fonction également de la quantité de travaux qu'on a à faire sur cette rue-là. Donc, ça peut se faire sur une période de travaux où on ferme, comme ça peut se faire sur une très courte période. Okay. Si vous voulez un détail particulier sur un coin de rue, là, il faudrait que ce soit discuté en aparté avec les gens qui connaissent le détail. Juste une petite question. À Montréal-Nord, est-ce que vous avez identifié des intersections problématiques, là? Je ne parle pas de P9-Jean-Talon, P9-Jarry, mais à Montréal-Nord, là, monsieur, sur Martial, avec l'école, ça peut être causé un petit peu problématique, mais est-ce qu'il y a des intersections qui posent vraiment de graves problèmes de circulation? Non? Tatiane et Katerina, est-ce qu'il y a des choses qui mériteraient d'être soulignées? Patrick? Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Ah oui, il y en a. Je peux pas vous dire qu'il n'y en a pas. Mais c'est sûr que l'industriel, on en parle, c'est déjà une grande intersection
Mais ce qu'il faut retenir, là, c'est que ce n'est pas une recette unique pour tous les appétits. Ça dépend. Oui, bonsoir. Mon nom est Bertrand Lemieux. J'habite sur la rue Saint-Vital, approximativement au coin d'Henri Bourassa. Alors, ma question est pour Madame la mairesse. Pardon? Oui, c'est ça. Content de vous saluer. Je fais référence, vous savez, tous les gens qui habitent mon secteur ont eu beaucoup de plaisir avec le boulevard Henri Bourassa l'été passé, qui a été repavé et tout, et je pense qu'on a tous eu des désagréments et tout. Ça n'a vraiment pas été facile là, pour les gens du secteur. Ce que je vois ici, on focus ici sur le tronçon des travaux. C'est effectivement un énorme projet. Ma question, c'est est-ce qu'il y a d'autres, parce que là, on focus sur ça, mais à Montréal-Nord, environnant, est-ce qu'il y a d'autres gros travaux l'été prochain? Sur la circulation, sur les... peu importe, là, sur le domaine public. Oh mon Dieu, j'aurais même un micro là-bas. Ou bien, si on a tenu compte de l'achalandage puis du dérangement, ou bien parce que moi, ce que je vois à Montréal, OK, puis je veux dire, c'est pas l'arrondissement, mais c'est général, beaucoup des travaux de voirie et tout, c'est complètement désynchronisé, c'est complètement indépendant. Un ne tient pas compte de l'autre, puis ça fait juste en rajouter 2 puis 3 tranches de plus sur la circulation. En fait, merci, M. Lemieux, pour votre question. En fait, les travaux que vous avez vécus l'année passée sur le boulevard Henri Bourassa ont été faits l'année passée justement en prévision des travaux du SRB sur P9. Donc, c'était voulu, là, c'est-à-dire on le fait avant et tout ce qui est... C'est une étape en amont, puis on devait la finir avant que le SRB arrive. C'est aussi pour ça qu'on a mis beaucoup de pression vers la fin du chantier pour s'assurer qu'avant la neige, ce soit pas mal tout fini. Là, il reste ils appellent ça les musoirs, là, donc c'est les bouts des rues, là, dans le fond, où il y a les intersections, là, ne sont pas terminées parce que l'hiver est arrivé très rapidement. Mais sinon, c'est minime, là, ce qui reste à faire dans votre secteur. Et je vous dirais qu'en termes de gros travaux, même Henri Bourassa, de l'autre côté, du côté est, a été refait en resurfaçage l'été passé également. Alors, ça a été fait en prévision du fait que le P9 allait arriver. Et P9, d'ailleurs, a été repassé, M. Dionne le dit souvent, pour que tout soit fait, là, c'est-à-dire hydro, belle, etc., pour qu'on n'ait plus à repasser pendant plusieurs années. Donc, l'idée que ce ne soit pas synchronisé, je vous dirais qu'on y travaille pour que ce soit le moins possible. Hein. C'est sûr qu'on n'est pas à l'abri de mesures d'urgence, par exemple, s'il y a des bris, des aqueducs ou tout ça. Mais de façon générale, je voudrais que les gros travaux d'ampleur, entre autres sur Henri Bourassa, n'auront pas lieu dans les prochaines années. C'est terminé justement en prévision de ça. Je ne parle pas nécessairement d'Henri Bourassa. Je parle, moi, bon, environnant tout en fait, secteur-là. C'est de ça que je parle, moi. En fait, il y a quelques rues peut-être qui sont... on n'a pas toute la liste finale encore de toutes les rues qui sont prévues cette année dans ce qu'on appelle ça de prendre pour le PRR, là, mais j'oublie toujours qu'est-ce que ça veut dire. Là. Donc, programme de réfection routière. Voilà, Charles me souffle à l'oreille. Alors, il y en a quelques rues peut-être qui sont prévues, mais je vous dirais que c'est des rues qu'il fallait faire de toute façon, mais ça, on va les communiquer de toute façon prochainement. Là. Okay, parce que je vois, par exemple, bon, j'espère que vous avez pensé à ça, là, mais en plein milieu de l'été, des travaux sur Saint-Michel. Là, je veux dire, on se retrouve avec un foutu problème. Mais ça, en fait, ça se trouve être les grandes artères. Et c'est dans ces artères-là, c'est avec le central, il les prévoit. M. Dionne, il y a peut-être des détails là-dessus ou avec quelqu'un d'autre là, sur les grands travaux, mais ça me surprendrait beaucoup. Là. Benoît Champagne représente les grands travaux à la Ville de Montréal. Peut vous en parler? Ah, ben oui. Je l'avais même pas. Bonjour, merci. Effectivement, je me présente Benoît Champagne. Je suis directeur des grands projets partenaires. Et jusqu'en janvier, j'étais également directeur des transports. Donc, et présentement, puis ça tombe bien, votre question, le Bureau d'intégration et de coordination des travaux est sous ma gouverne. Donc, oui, je peux vous confirmer qu'il y a un groupe de travail à la Ville de Montréal qui s'appelle le Bureau d'intégration et de coordination, on appelle le BIC, dont la tâche principale est de s'assurer qu'on ne va pas mettre travaux par-dessus travaux par-dessus travaux pour justement congestionner les secteurs.
Les gens dans l'équipe sont effectivement très conscients des travaux qu'il va y avoir sur P9. Depuis plusieurs années, comme disait Mme Black, il y a une planification dans la programmation des travaux pour faire en sorte qu'il n'y aura pas de superposition de grands travaux et qu'on ne viendra pas bloquer systématiquement les axes majeurs parallèles pour justement compliquer la vie des gens. Le réflexe est là. Les urgences, ça, tout le monde comprend ça. C'est sûr qu'à la grandeur de la Ville de Montréal, on parle à bon an, mal an, 6 à 700 chantiers. Donc, je ne peux pas vous dire que dans un périmètre de 3 km à la ronde, il n'y aura aucun travaux majeur, mais dans les rues proches, là, puis dans les artères principales de part et d'autre, c'est effectivement une préoccupation et on a fait le maximum pour libérer tout le reste pour que ça circule bien. Okay. Je vous remercie. Merci. Bonjour. Stéphane Desjardins, je suis col bleu pour la Ville de Montréal, mais je travaille à l'arrondissement à côté, à Saint-Léonard, mais je reste ici. J'adore ma job, j'adore Montréal-Nord, puis j'ai dit, il faut que je m'implique, il faut que j'embarque dans le comité voisinage. Je pense que je suis même dedans déjà, là. Je pense, on était supposé avoir un meeting, ça a été reporté et tout. Puis tout ça, je vous ai écouté, le projet il est incroyable, c'est super le fun. J'ai remarqué dans le passé, il y a eu des réflexions qui ont été faites dans le coin de la rue L'Assomption. Je pense que ça a commencé à Bélanger, c'était pour la STM. Ça a commencé à Bélanger, puis ça s'en allait jusqu'à l'hôpital Maisonneuve, dans ce coin-là. Puis je pense devant chaque arrêt d'autobus, ils ont tout gratté, ils ont refait des dalles de béton. Parce que les autobus au poids qu'ils ont, si on le regarde au coin de Fleury-P9, l'autobus, les roues, ça fait ça dans l'asphalte. Puis l'asphalte embarque sur le trottoir, puis ça peut être dangereux pour les piétons, puis pour n'importe qui descend de l'autobus ou... Fait que je me dis, on ne pourrait pas faire comme sur l'Assomption dans le passé. Je me dis, on peut apprendre de... Je sais que ça peut être un petit peu plus coûteux parce que du ciment de remblai, c'est moins cher que du béton. Tu sais, déjà en partant. Tu sais, j'ai une petite expertise, là, mais je travaille à la signalisation en plus. Fait que, d'ailleurs, ma deuxième question, ça en était une. Si ça serait possible de le faire. Oui. Déjà, la réponse à la première, je peux vous confirmer que face aux édicules SRB, il y a des dalles de béton. Donc, on n'a pas à le faire, mais en complément, je vous dirais aussi ce que vous avez vécu ailleurs. C'est quelquefois rendu pire lorsqu'une infrastructure est en fin de vie. Alors, quand il y a eu toutes sortes de fuites, de toutes sortes d'essous, là, ça brise plus vite. Donc, remettre à niveau, reconstruire P9 aurait évité cette répétition-là quand même pour une certaine période de temps, mais reste que devant les édicules SRB, compte tenu du niveau de service bus qu'on aura, les dalles sont en béton. En fait, la structure est en béton. Parfait. L'autre question, moi, j'habite sur London, entre P9 et Henri Bourassa. Excusez, entre Henri Bourassa, c'est longtemps, hein? Excusez, c'est entre Moncelet, je pense, non? Martial, oui, c'est ça, où est-ce qu'il y a Galiléo, hein? Martial puis Henri Bourassa. On y a goûté en masse. Parce que quand ils ont fait P9, ils ont fait toute la caduc, ils ont fait toutes sortes de tests puis tout. Puis je comprends qu'il fallait que ça soit fait. Là, j'ai vu que dessus le plan, on ne touche pas vraiment à ce coin-là, je pense. Vu que ça a déjà été fait, le SRB, je pense, un peu dans le coin entre P9 puis Galiléo, puis Moncelet, parce que ça a l'air d'être fait. Mais il y a quelque chose, par exemple, que nous autres, on a goûté beaucoup sur la rue London. C'est, là, je pense que ça touche plus à l'arrondissement. C'est le fait que maintenant, quand on arrive de Lacordaire, quand on arrive de Lacordaire puis qu'on veut tourner sur P9 pour s'en aller vers le sud, on n'a plus le droit de tourner. Fait que qu'est-ce qui arrive? Ils s'en vont tous sur London. Puis qu'est-ce qu'ils font? Ah, tabarouette, London, elle dit go, puis là, ils vont à la planche parce que ça fait comme ça, London. T'sais? Fait que moi, je suis juste dans le bas, puis ça passe assez vite. Dans le fond, même si on réduirait, parce que, comme je disais, je travaille à la signalisation, je pense qu'à Montréal, ils veulent mettre ça partout à 30 quasiment. Là. À 40 à bien des endroits, puis à 30 à certains autres endroits. Mais je pense que c'est des speed bumps que ça prend, parce que même les balises flexibles, ça ne marche pas. J'en pose, on roule là-dessus, elle relève après. Puis les gens, là, même si on les met serrés, ils prennent ça comme un défi. Ils savent qu'ils vont juste plier puis se remonter. Fait que, à quelque part,
je sais bien que c'est un gros constat, là. Tu sais, le monde, ils veulent essayer de sauver du temps, puis utiliser le petit shortcut pour utiliser le terme anglophone. Mais à un moment donné, c'est ça qui va arriver, là. Avec le SRB, il va y avoir beaucoup de travaux. Puis c'est des Récollets, c'est London, c'est Paris. C'est ces rues-là qui vont y goûter à côté, c'est clair. Puis là, en plus, ils ont été nous mettre une belle piste cyclable. Je comprends pas, là. Là, j'espère juste qu'il n'y en aura pas sur P9, parce que là, ça va être le bout du bout. Parce que là, à un moment donné, puis la piste cyclable, je trouvais ça un petit peu du gaspillage de peinture, excusez-moi, là, parce que c'est carrément où ce que les véhicules. C'est comme, je trouvais ça un petit peu inutile même. Déjà qu'il y a beaucoup plus de trafic, on envoie des vélos dans le milieu en plus. Il y a beaucoup de choses dans votre intervention. Ouais. Sur laquelle on va se concentrer, là, sur la question de la vitesse. Oui, la question de la vitesse, puis justement du flot de trafic qui s'en vient sur les rues des Récollets, London, puis Paris. Bien, je vais peut-être proposer de répondre dans un ordre différent. Là. D'abord, la limite des travaux. Vous posez la question, là. Nous, le prototype, il y a une dame tout à l'heure qui parlait du magnifique prototype Amos, là. C'est notre limite nord des travaux. C'est-à-dire que nous, pour le tronçon montréalais, on ne va pas au nord de ça. Donc, entre la rue d'Amos et Henri Bourassa, on n'intervient pas. Maintenant, en termes de circulation, qui serait générée par l'arrivée des travaux sur les rues avoisinantes. Ça, c'est des choses qu'on va regarder en cours de travaux avec les arrondissements. Là, on parle de compétences d'arrondissement. C'est nos partenaires des arrondissements concernés qui vont, avec les commissariats de police, s'assurer de veiller à tout ça. Vous avez également évoqué des problèmes, là, pas des problèmes, mais des solutions pour réduire la vitesse qui fonctionnent plus ou moins bien. Ça, encore là, c'est des gens d'arrondissement. Puis je me demande si quelqu'un veut rajouter des commentaires par rapport à ça, ils pourront le faire, là, mais on le discute, là, on échange là-dessus dans le cadre de nos comités de gestion opérationnelle, on l'appelle comme ça. Parfait. Juste une petite affaire en dernier, là. Je voulais savoir par rapport aux équipes de travail, parce que là, je sais que je regardais tantôt les tableaux ici. Je pense qu'il va y avoir sûrement Énergir, Bell, Hydro, STM, puis la Ville de Montréal. Mais à quel pourcentage que ces équipes-là travaillent avec le privé? C'est pas pour jouer aux syndicalistes ou quoi que ce soit du tout. Non, je veux juste savoir à quel point nos employés, mettons, autant de Montréal, autant de la STM, vont agir dans le projet. Est-ce que c'est eux autres qui vont, mettons, exemple, faire les travaux d'aqueduc? Est-ce que c'est une compagnie privée? Parce que je me dis, à quelque part, on est en train de développer une expertise à Montréal en fait d'aqueduc, même qu'on a un nouveau programme qui s'appelle Maximo. Puis on est en train de former des gars, puis les gars, ils vont à l'école là-bas. Fait que je me dis, pourquoi qu'on n'utiliserait pas notre personnel qu'on a déjà? Là, les travaux, actuellement, la segmentation du projet de Laval à Mercier, il y a 5 principaux lots de construction. Les 3 plus gros, c'est les 3 principaux lots du tronçon montréalais, ont été octroyés lors d'un appel d'offres l'année dernière à EBC. EBC, qui est une firme privée, qui, elle, fait appel à des sous-traitants, qui sont en général privés également. Quelquefois, des sous-traitants qui sont accrédités. Je pense, par exemple, à l'exemple des travaux de la CSEM. Bien, dans les documents d'appel d'offres de la CSEM, ils sont tenus de prendre des sous-traitants certifiés. Donc, en général, ils font appel au privé. La seule nuance, encore là, je regarde Tatiane pour voir, là, lorsqu'on a besoin d'intervenir au niveau de l'aqueduc, là, il y a des opérations à faire par l'École bleue. Donc, ça, dans ce cas-ci, c'est l'École bleue qui doivent le faire. Mais pour ce qui est, une fois que les tronçons sont fermés, c'est l'entrepreneur qui intervient. Tu veux compléter? Bien, merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Mon nom est Céline Bélanger. Moi, j'habite sur Charleroi, juste à l'ouest de P9. Je suis dans un tronçon. J'ai parlé un petit peu avec l'agent de liaison tantôt. C'est peut-être redondant, mais parce que là, il parlait, moi, c'est un sens unique. On s'en va sur Garriépi, c'est un autre sens unique. On est pogné soit aller pour Arthur Champoux qui va à gauche ou à droite, puis qui revire. Comment qu'on va? Parce qu'on a bien du trafic qui passe là aussi. C'est juste à côté du Shell. Fait que
là, ils parlent de fermer d'ouvrir des sens uniques, mais les sens uniques qu'on a, on a des voitures de chaque côté, puis on passe un auto seulement. Fait que comment vous allez gérer ça? Parce que c'est pas évident. Nous autres, quand on veut s'en retourner vers l'Est, on a déjà des détours à faire, mais là, ça va être quoi comme détour? Comment vous allez organiser avec ça? C'est problématique, puis c'est ça, puis ça roule. Parce que nous autres, on a les camions de poste aussi qui passent toujours sur notre rue. Fait que, puis il y en a bien qui prenaient ça comme shortcut aussi, justement, comme raccourci pour aller chercher Henri Bourassa par des récollets. Sinon, à P9, mais là, c'est ça. Fait que vous allez faire quoi? Bon, ça, je vous dirais candidement, moi, c'est un niveau de détail que je ne maîtrise pas. Je pense que je vais me rapprocher de Catherina, puis je vais te passer le micro. Je vais quand même, pendant que je marche, te donner des généralités. C'est que le rôle, justement, de la gestion des impacts, c'est de regarder là, les gens qui sont impactés comme ça, de quelle manière on s'assure de la fluidité. Et là, j'arrive. Déjà, on n'a pas grand place de stationnement non plus. Si on nous enlève ça, on va faire quoi? C'est ça. Donc, on ne fait pas les 9 km en même temps. Donc, chaque tronçon qu'on va faire les travaux, va y avoir des impacts différents pour chaque tronçon. Puis ça, on va vous les communiquer par écrit. Là, on va vous envoyer des avis aux résidents. On est dans les premiers tronçons. Là. Moi, on tombe c'est vraiment ça. dans les premiers. Fait que, exact. Arriver, là. Oui, c'est ça. Donc, ce tronçon-là, on est en train de le regarder justement pour essayer de donner accès à tout le monde. Puis les mesures spécifiques qui vont être en place, on va vous les envoyer. Il va y avoir un avis qui va être distribué pour vous informer. Mais soyez assurés qu'on tient compte du stationnement, on tient compte des accès, puis le tout, c'est dans l'objectif que ce soit sécuritaire. Donc, si vous êtes... C'est stationner, c'est ça. On va y mettre tout dans nos poches. Écoutez, il y a des problématiques spécifiques, vous avez le numéro de téléphone, vous nous appelez, on va venir vous rencontrer, puis on va regarder la problématique. Puis notre travail, c'est de trouver des solutions pour que ça fonctionne pour tout le monde. C'est sûr qu'on peut pas, il faut penser à tout le monde, donc il y a quand même des compromis à faire, mais on va voir c'est quoi la problématique, puis on va essayer de trouver des solutions là, pour la situation précise. Donc, c'est ça notre travail. Donc, pour chaque tronçon, on s'assure de l'accès, on s'assure de la sécurité, puis à ce moment-là, on met en place les mesures et on les communique par écrit aux riverains. Donc là, la semaine prochaine, on va commencer à envoyer nos avis. S'il y a des problématiques, vous nous appelez, puis on va venir vous voir. Parfait, merci. Bonsoir. Mon nom est Yannick Agricole. Je suis membre du CPE La Marmaille qui se trouve à Laval. Il se trouve très proche en fait, de l'axe qui va être développé pour le stationnement. Il y a deux lieux de stationnement. Personne n'est contre le progrès, puis je pense que, bon, de façon, pour le bien collectif, c'est bien qu'un tel projet voit le jour. Moi, je m'adresse à vous plus par rapport à la sécurité des enfants. Donc, nous avons en CPE une clientèle vulnérable de 0 à 5 ans. Alors, oui, j'entendais la mairesse dire qu'on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, mais des œufs de 0 à 5 ans, c'est problématique. Surtout lorsqu'on parle de stationnement, de zones de débarcadère, dans le fond. Alors, je prends un exemple, une maman qui arrive avec un bébé de quelques mois et un enfant de 3 ans, qui ne sait pas où stationner parce que, bien sûr, vu qu'il y a des travaux, alors les stationnements, on découvre des fois le jour même. C'est sûr qu'il y a un risque parce que ce sont des enfants qui ont l'habitude de prendre les transports en commun, ont l'habitude de prendre les transports en commun, mais du jour au lendemain, d'avoir une clientèle qui vient en auto et de devoir stationner, soit traverser un boulevard ou tout simplement tourner en rond, c'est sûr qu'il va y avoir des moments à risque. Alors, ma question, c'est plus, est-ce que vous avez pensé à la clientèle vulnérable, donc aux enfants? J'imagine qu'il y a d'autres CPE ou d'autres garderies privées au public qui seraient impactées par le bruit, par les vibrations, par le gaz de monoxyde des échappements d'autobus, de la sieste qui ne va pas pouvoir avoir lieu. Est-ce que vous allez penser à la durée de certains travaux avec beaucoup de vibrations et de nuisances sonores pour cette clientèle-là, parce que ces enfants-là, ils n'ont pas demandé à avoir des travaux. C'est sûr qu'ils vont en bénéficier, mais j'entends dire qu'on a des processus pour que ça aille plus vite, dépendamment de l'importance. Alors, est-ce que pour vous, ça mérite de pouvoir
avoir des travaux qui soient concis dans le temps, qu'on prenne en considération cette clientèle et qu'on ne se retrouve pas avec des mois de travaux avec des nuisances de son, nuisances sonores, pardon, ou de la poussière ou toutes sortes de choses et que voilà. Donc voilà, je voudrais juste savoir, est-ce que vous avez pensé à ça et de deux, quand est-ce que ça va avoir lieu, là, des rencontres comme ça pour spécifiquement la portion Laval? Merci. Oui. Alors, je vais commencer par la fin. Là. On parlait d'appel d'offres tout à l'heure. Là. Il y a 2 lots de construction pour lesquels on doit aller en appel d'offres bientôt. Il y a je commence par le dernier. Là. On prévoit aller en appel d'offres pour le tronçon du carrefour Jean-Talon-Pineuf, près du futur métro. Ça devrait se faire vers la fin de l'été. Mais on lance dans quelques semaines là, un appel d'offres du lot Laval. Et avant le démarrage des travaux, il y aura des séances d'impôt public pour la clientèle, les citoyens de Laval. Mais vous faites là référence à une problématique spécifique, à un riverain spécifique, c'est-à-dire le CPE La Marmaille, qui est à proximité d'un édicule métro, un édicule SRB là, du secteur qu'on appelle Rose de Lima. De près de 200 enfants. Oui. Alors, on a des discussions avec le CPE La Marmaille, les responsables du CPE La Marmaille depuis 2016, depuis le début de l'ingénierie. On a eu toutes sortes d'échanges avec eux. On est bien au fait des préoccupations des parents, des administrateurs, du directeur général du CPE. On a des rencontres qui sont tenues. Il y a encore, puis là, je vois mon collègue derrière, là, ces discussions-là se poursuivent. Chez nous, il y a une ouverture complète pour continuer tous les échanges avec le CPE, pour s'assurer de répondre à toutes les préoccupations et vous rassurer. Et avec vous, là, avec les gens qui sont préoccupés, identifier les meilleures mesures pour s'assurer que les travaux se déroulent, parce qu'on parlait de sécurité, là, le projet, la conception du projet et la stratégie de réalisation du projet se fait avec comme objectif de s'assurer à terme là, de la sécurité des piétons, des usagers, mais également en travaux, et puis notamment de la sécurité, du confort des gens du CPE à la Marmaille durant les travaux et lors de l'exploitation du SRB. Donc, on va continuer à échanger avec vous, puis comme vous avez une problématique très spécifique, sans doute que vous aurez des interactions très spécifiques à venir, comme il y en a eu par le passé. Donc, on est encore ouvert à discuter. Mais avez-vous le pouvoir d'influer sur la durée des travaux, ou est-ce que c'est juste, on va entendre nos doléances et puis éventuellement, est-ce que en général, ce pouvoir-là? En général, là, nous, on prête oreille, évidemment, là, puis on le dit, il y a de l'ouverture pour améliorer. Alors, il y a eu de nombreuses séances d'impôt public, il y a eu toutes sortes de communications, puis on le dit depuis le début, l'objectif de ces séances-là, c'est de capter les préoccupations puis d'identifier des solutions. Maintenant, on va vous le dire, on va écouter tout ça. Ce qu'on peut faire, on va le faire. Ce qu'on ne peut pas faire, bien, on va vous expliquer pourquoi on ne peut pas le faire. Mais s'il y a des mesures additionnelles qu'on peut implanter par rapport à ce qui est prévu et qui sont faisables, il n'y a pas de question de budget, il n'y a pas de question d'échéancier. Là, vous soulevez des choses comme faire les travaux plus vite. Il y a des choses qui sont facilement réalisables. Là. Exiger l'entrepreneur qu'il n'intervienne là-bas sur une durée réduite, ça se fait. Il faudrait voir le détail. Là. Donc, il y a certaines pistes de solutions qui sont tout à fait prometteuses. Mais il y a des choses là qui sont demandées qui ne pourront peut-être pas être faites. Et si c'est le cas, bien, on vous expliquera pourquoi. Et puis, on essaiera d'être transparent avec vous dans ce contexte-là. J'ai hâte d'entendre la partie monoxyde, voir comment est-ce qu'une fois que ça va être mis en place, qu'il y ait autant d'enfants qui respirent le gaz d'échappement des autobus, en tout cas. Oui. C'est peut-être pas ce soir qu'on va le régler, mais... Bien, je vous dirais, j'en profite quand même pour dire que l'orientation de la STM et de la STL, c'est d'avoir des bus 100% électriques. Donc, dans le contexte, dans le cadre du projet, dans le financement du projet, on a également acheté des bus additionnels pour supporter le niveau de service accru. Et ces bus additionnels-là, on nous demande de les acheter électriques. Donc, et puis, peut-être que tu peux compléter sur quelle est la volonté, là. Je crois que c'est à partir de 2025 qu'on veut commencer à renouveler toute la flotte de la STM avec des bus 100% électriques. Ça devrait au moins répondre à cette préoccupation-là. Donc, on va avoir des dates bientôt pour la partie Laval, c'est ce que j'entends? Oui. Parfait, merci. Pour toi. Bonjour. Plusieurs petites questions.
Avant de faire la première petite question, vous direz si j'ai bien compris, vous avez dit que les voies pour les autos étaient un petit peu plus petites. Est-ce que c'est ça que j'ai bien compris? C'est ce que j'ai dit. Alors, à terme, là, je ne me souviens pas de la largeur exacte des voies en ce moment, mais à terme, là, la largeur des voies pour autobus est étudiée. Et sur les 2 voies restantes, de mémoire, là, il y a la voie qui longe le trottoir qui est un peu plus large et celle qui est au centre qui est un peu plus étroite. Je ne sais pas s'ils le savent, là, mais la mode aujourd'hui, moi, j'ai trop pensé. Je travaillais à l'hydro, d'électricité. Je pensais que les voitures rapetissaient aussi, tu sais. Mais c'est plus ça qui se passe aujourd'hui. Hein? Je ne sais pas s'ils savent qu'il y a un côté, que des voitures qui vont avoir beaucoup de difficultés. C'est toutes des vues, puis grossissent de plus en plus. Hein? Tu sais, le projet, là, ça fait peut-être 20 ans quasiment. Il devait être en service en 2012. La première fois que j'ai entendu parler, il va être en 2022. Donc, ça fait déjà 10 ans. Donc, on peut, dans ma tête à moi, ça fait déjà 10 ans, il va être fait là. Il est comme presque passé date. Là. Il y a des réactualisations qui auraient dû avoir été faites. Là. La conception date de 2016-2017. On vient de terminer les plans de devis. Donc, aux normes mises à jour. En tout cas. Mais ça va créer le même problème que je viens de vous dire. Vous venez de me dire que la voie où il y a les autobus est large, puis l'autre voie qui reste aux autos est étroite. Alors, ça va être très difficile. En tout cas, je ne fais pas un débat ce soir, mais je voulais juste passer le petit commentaire. L'autre point, c'est à Laval. Là, mais juste une question. Vous avez parlé d'un stationnement incitatif à Laval. C'est-tu bien ça que j'ai compris? Exactement. Il va-tu être là où est-ce qu'il y en a un actuellement? Oui, monsieur. OK. Parce qu'il ne marche pas fort, hein, celui-là. En fait, moi, là, j'ai trop pensé, puis j'ai trouvé ça, soit dit en passant, brillant. Je me suis dit dans ma tête qu'ils font un essai, j'imagine. Parce que moi, je me dis, on essaye, on fait un test comme ça, puis on voit comment est-ce qu'il y a de monde. Mais quand il y a 20 voitures, c'est toute une journée. Bien, en fait, je ne suis pas spécialiste en diagnostic. Ouais. Et ça date un petit peu d'avant mon arrivée sur le dossier, là. Mais ce que je sais, là, ce qu'on me dit, c'est que ce stationnement-là, en fait, c'est un stationnement incitatif temporaire qui a été mis en place à titre de mesure d'atténuation pour les travaux de réfection Carrefour Henri Bourassa P9. Mais je me souviens, en 2016, j'ai rencontré le président de la STL, le service de transport de la Ville de Laval, qui me disait que les gens, ils refusent de descendre leur voiture pour rester coincés dans le trafic dans un bus. Alors, le problème actuel, c'est qu'il n'existe pas de voie réservée. Entre le stationnement et le pont, il n'y a pas de voie réservée, donc les bus ne vont pas plus vite qu'ailleurs. Cette problématique-là, elle va être résolue avec la mise en place du SRB, alors que la voie réservée, elle fait tout le tour de l'extrémité nord à l'extrémité sud du projet. Mais il y a une autre raison aussi pour ce qu'ils n'apprennent pas. Vous savez, c'est parce que vous savez qu'il y a un autre terminus à Terrebonne. C'est que ça prend une autre heure à partir de là pour te rendre au terminus qui est à Laval. En réalité, le terminus n'est pas là, il faudrait qu'il soit à l'autre place, mais c'est comme ça. Les gens rendus là, ils descendent jusqu'en bas. OK, l'autre question, c'est quand on s'en vient actuellement, quand je m'en vais direction sud, je peux tourner à Charleroi, à gauche, je tourne à Industriel, je peux tourner à des Grandes Prairies, puis il y a un grand génie qui a dit qu'il ne fallait pas tourner à Jean Talon, parce que c'est une petite rue où il n'y a rien, en tout cas probablement. Là, la question, là, quand tout ça va être fait, là, on va tourner comment? Il y a beaucoup de virages à gauche. Quelques virages à gauche vont être maintenus, mais par rapport à ce que vous connaissez aujourd'hui, aussi bien en direction nord qu'en direction sud, il va y avoir moins de virages à gauche. Attends, répète-moi ça. Quand je vais m'en aller vers le sud? Aussi bien en sud qu'en nord, dans les deux directions. Il y a un certain nombre de virages à gauche aujourd'hui. Les virages à gauche sont permis à certains endroits, pas partout, pour toutes sortes de raisons. Et à terme, une fois les travaux terminés, il va y avoir certains virages à gauche de maintenus en direction nord, certains virages à gauche maintenus en direction sud, mais il va y en avoir moins qu'aujourd'hui. Déjà, bon, c'est ça, il n'y en a pas beaucoup. Ça va être difficile parce qu'actuellement, là, le plus bel exemple, c'est Jean Talon. Quand tu vas aller en Jean Talon, tu es obligé, je calculais ça, c'est 1 kilomètre de détour, mais surtout dans des rues résidentielles. J'aimerais pas ça rester là, mais quelque part, il y a quelque chose, en tout cas, je sais pas. Moi, il me semble que moi, je roule, là, je suis pas un grand génie, là, bon. Mais il me semble que je roule en voiture, puis c'est le gros bon sens qui dit ça. Mais non, on le fait pas. Puis là, on crée toujours des entraves. Puis malheureusement, ceux qui ont parlé tout à l'heure des anciens travaux, là, je me rappelle qu'il y en avait des gens, là, quand ça faisait des détours, ça passait sur Gouin, là, pour...
C'était écœurant, ça, là. Tu sais, mais ça s'en va pas, les autos. Le monde essaie de nous faire croire qu'ils vont disparaître. Mais ils disparaissent pas. Il faut qu'ils passent quelque part. Ce que vous ne verrez pas, là, vous ne verrez pas de virage à gauche qui bloque la circulation. Donc, c'est une question, il y a deux raisons. Ouais. Première des choses, là, c'est un projet de transport collectif et il y a différentes mesures mises en place pour accélérer le service bus. J'en ai peu parlé tout à l'heure, mais quand je parlais de la transformation de l'offre de service entre ce qu'on voit aujourd'hui et ce qu'on verra plus tard, pour l'usager du transport collectif, ça va se traduire dans un gain de temps d'environ 10 minutes entre Henri Bourassa et Pierre de Coubertin. 10 minutes, là, de moins, ça se compare à environ 30 minutes d'aujourd'hui. Et de par, disons, la configuration et les technologies embarquées, on est en mesure d'augmenter le débit, donc le nombre d'utilisateurs, d'environ 40 000 usagers par jour à 70 000 usagers par jour. Donc, il y a différentes mesures pour ça. L'implantation de la voie au centre, c'en est une. La mise en place de préemption au feu, la mise à jour des feux de circulation, c'en est une autre. L'élimination de certains virages à gauche, c'en est une également. Alors, il y a un compromis. On ne veut pas non plus, là, pour maximiser la sécurité du projet, là où il y aura des virages à gauche, bien, il y aura des virages à gauche protégés par des baies de virage à gauche et des feux clignotants. Et en termes d'aménagement, il y a des endroits où on ne peut pas, parce que là, on vient mettre des stations SRB à certains carrefours importants. Alors, station SRB prend de la place pour une baie de virage. Donc, dépendant de l'espace, de la circulation, de la sécurité, bien, il y a des choix qui ont dû être faits. Puis en termes de virage à gauche, concrètement, ça se traduit en une perte du nombre de virages à gauche par rapport à ce que vous avez. Mais ce que j'évoque, c'est la raison pour laquelle c'est le cas. Les fameux... personne en arrière, je ne veux pas prendre toute la place. Les fameux abribus qu'on a, là, il y avait une question qui me fatiguait. Là. Ils coûtent combien? Parce que le premier qu'ils ont installé, il a coûté un bras. Là. Ça a pris un an. Oui. Il y en a 12, ça va prendre 12 ans. Non, je ne sais pas. C'est des questions, là, demandez ça comme ça. Parce que j'ai vu construire ceux de Laval qui se sont faits en un temps. Moi, dans ma tête, je pensais, quand on faisait ces fameux abris-là, que c'était comme des modules qu'on pouvait agencer facilement. Mais je m'aperçois que c'est pas ça, là. C'est toute une structure permanente. J'ai vu quelqu'un qui a finissait au rouleau, là. Au pédale, ça va pas bien, là. Oui. Ça va tout être comme ça? Non. Non. On a construit un prototype à Amos pour différentes raisons, là. Une des raisons, c'est de regarder comment ça se construisait. Une autre des raisons, c'est de valider les coûts de construction. La principale raison, puis là, c'est pas je ne répondrai pas à votre question, mais j'en profite pour le dire, la principale raison, c'est d'observer ce qui se passait. Puis quand j'en parlais brièvement tout à l'heure de sécurité, là, il y a eu par le passé un système de transport collectif sur P9 qui a été interrompu pour des raisons de lacunes de sécurité. Alors, on a fait beaucoup d'études pour s'assurer de faire un aménagement qui ne représenterait pas les mêmes problèmes. Donc, il y a différentes mesures qui ont été réfléchies, mises en place, et une des raisons du prototype, c'est d'observer l'efficacité des mesures, comment les piétons se comportent, et au besoin, apporter des améliorations, et on le fait. Alors, c'est la principale raison, mais en parallèle, on a donc validé les coûts de construction. Suite à ça, on a fait des modifications. Alors, les prochaines stations sont presque semblables à celles qu'on a, mais avec des modifications de deux ordres. La première, c'est pour maximiser la sécurité. La deuxième, c'est pour optimiser les coûts de construction. Maintenant, un petit entrepreneur qui fait une station dans un contexte où il y a de la circulation, c'est une chose, il y a une réalité, et ça a effectivement coûté plus cher qu'on se pensait. Mais un entrepreneur qui construit 36 édicules identiques, d'abord là, c'est possible de préfabriquer, c'est possible de travailler sur la productivité. Puis dans ce contexte-là, ce qu'on a obtenu comme soumission des entrepreneurs était légèrement inférieur au budget qu'on avait, donc pas de mauvaise surprise. D'accord? Justement, je pensais à l'expérience de Laval, les édicules, qu'on appelle ça. Il y a un autre mot pour ça, mais je ne le dirai pas. Mais ça se rapproche. Mais c'est que quand j'arrive de la rue Fleury, je m'en vais vers P9, je vais tourner à gauche. À Laval, j'ai remarqué qu'ils ont mis les édicules très près du coin. Alors, quand un automobile s'en vient, là, on ne voit rien là, quand tu conduis. Tu ne sais pas ce qui se passe l'autre bord. Ça fait des bouchons épouvantables. Je ne sais pas si on a tenu compte de ça, parce que je pense que les anciens, là, dans ma tête, il y avait une petite distance, tu sais, qu'il fallait que tu marches pour rentrer dedans. C'est un peu ça. Là, je ne sais pas si j'ai encore une image de ça. Hein?
Parce que ça, c'est un gros défaut de construction qu'il faut porter très attention. Parce que c'est beau, là, faire des édicules, mais il y a quelqu'un qui circule autour de ça, là. On l'a regardé, là, Ouais. parce que je cherche en même temps. Ouais. Mais la conception, tu sais, la visibilité pour les automobilistes Oui, quand tu tournes. et les camions fait Ouais. partie de la conception. Maintenant, je cherche encore, là. Vous savez, les chauffeurs STM, les camionneurs, tout le monde utilise là, ce secteur-là. Puis on a des commentaires. On ne voit pas de photo d'édicule, malheureusement, là. Mais je vais répondre simplement en disant oui, on y a pensé. Puis normalement, si tout va bien. Parce qu'à Laval, j'ai remarqué qu'ils ont oublié ça probablement, là, mais c'est un gros problème. Ouais, je connais moins bien le projet. Je l'ai vu, là, mais je ne l'ai pas étudié en Il y a beaucoup détail. d'écrans. donc, D'autres petits points, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'écrans d'information dans ceux de Laval. Oui. Ici, il y avait un, je ne sais pas s'il y en a deux. il Là. y en a un, mais il y en a présentement un grand. Il va y en avoir deux Oui, c'est ça. dans les prochains. Vous semblez très passionné par le projet. Il est déjà 9 heures presque. Alors, si vous permettez, les gens vont demeurer disponibles pour répondre à vos questions sur une base plus... Mais je ne vous dis pas de vous en aller. Dans là. le comité, soit du 100 Ben, vous viendrez au comité de mon voisinage. Oui, puis j'invite des gens, gênez-vous pas. Quand on est informé, ça vaut la peine. Exactement, mais encore une fois, je ne vous envoie pas. Là, je vais juste vous dire qu'il est déjà 9 heures. Il y a peut-être des gens qui veulent quitter. Merci beaucoup. D'abord, je remercie les gens de l'arrondissement de Montréal-Nord de nous avoir accueillis ici, dans cette belle salle. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. C'est très gentil. Merci à vous d'avoir été présents et d'avoir posé des questions. Je vous rappelle, si vous voulez avoir accès à la présentation, c'est srbp9.ca. Donc, vous allez sur le site, vous pouvez télécharger. Et aussi, ne pas oublier à la sortie, on a un petit questionnaire à vous remettre. Très important pour nous que vous puissiez le remplir pour, évidemment, toujours s'améliorer dans ce genre de réunion-là. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Et encore une fois, un dernier numéro de téléphone à retenir, 514-287-8919 pour toute question. N'hésitez pas à nous appeler. Merci beaucoup. Je vais vous déranger pour une photo pour le journal. Allez-y pour eux autres. Pendant les trois